Les plus beaux mots du monde ne sont que des sons inutiles si on ne les comprend pas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mardi 4 août de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Ensemble donc nous allons décrypter l'actualité, nous allons décrypter justement des informations et on espère tout simplement que vous serez très heureux avec nous. Mes deux mousquetaires sont là ce matin justement pour l'information traitée par nos confrères de la presse écrite. Alain Dior, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour le Cameroun et bonjour l'Afrique. Ce matin, je suis content d'être là, ce matin, après justement la mélodie de Blik Bassi qui parle de la peur. Qui nous interpelle. Ça nous interpelle énormément. J'espère que vous avez bien dormi. Actuellement, bien, très bien. C'est une chanson très triste, hein, pour moi en tout cas. Mange Venasius, good morning, welcome. Good morning, Steve. How's it? And good morning to our viewers. Steve, we are fine. And you? And your family? We are fine, Steve. Your night-wise very good? No, Or no? No, they are fine. 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 Ok, si vous êtes là, messieurs, eh bien, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite, vous l'avez bien compris, voici la revue de presse. Tuesday, 4th of August 2020. For what newspapers have, the Guardian Post newspaper looks at the stakes as higher judicial council meets on Thursday. The paper says there are hot files on Bia's table as sanctions await recalcitrant magistrates. Still talking on legal issues, the paper looks at repeated attacks on lawyers by gendarmes, and on page 2 we read that the Bar Council has petitioned the gendarmerie boss. Then in this human interest story in education, in the south region of Cameroon, a candidate writing the BEPC exams gives birth to twins in exam hall. The government's own Cameroon Tribune begins today's edition talking of the terrorist attack at Mayo Moscota last Saturday night, killing more than 20 civilians. The head of state dispatched the governor of the far north region, Mejiyawa Bakari, yesterday to condole with the affected family. And the paper on page 2 informs us that the forces of defense and security have taken control of that locality in the far north region. Then in politics, the paper talks of revision of electoral registers, asking the whereabouts of political parties as they are nowhere to be found in the various registration structures placed under the authority of ELECAM. The paper reminds us that the registration exercise ends with the current month of August as per the law in force. On pages 8 to 9, we read of a virtual meeting to be chaired by Cameroon and placed under the patronage of the head of state, Paul Biya, on Thursday, August 6th. And the paper says it will be an opportunity for the Bretton Woods Institute, among others, to brainstorm on better assistance mechanism during the COVID-19 period. Le Messager newspaper has their focus at the Douala Autonomous Port, a port that has been affected by the impact of COVID-19 pandemic and is struggling against all odds to maintain its income and remain afloat a few months to the end of the 2020 fiscal year. We take Le Jour newspaper that looks at the bonuses of doctors who are civil servants, asking if the Minister of Public Health will come back to his words and restore these bonuses. Thus, the paper says, may be the case given that Malachi Manauda has invited the syndicate of doctors to a meeting this Tuesday. Read pages 2 to 3 of Le Jour newspaper for the reasons why these health personnel are complaining. Then in Bamenda, the paper on page 5 says, even though the phenomenon of explosions has returned, the town more or less is under the control of the forces of defense and security. L'Economie newspaper talking about the upcoming meeting to be chaired by Cameroon, bringing together World Bank and the IMF, looks at issues that await the governors of these two institutions.
The paper says the virtual meeting will bring together over 250 African delegates, and it will be co-presided by the Ministers of Economy, Planning and Regional Development and that of Finance. Then we take a Mejang's newspaper that comes back to the carnage in the far north region last Saturday night, breaking Sunday morning, indicating the sad passive nature of Paul Biya. On page 5, the paper says, there is no word from the president, not to talk of a national mourning day instituted for these civilians that were killed by Boko Haram in the far north region. Away from papers in Cameroon, we take the Business Day newspaper in Nigeria that looks at how Nigeria's monetary and fiscal response to COVID-19 pandemic, comparing it with the peers, saying the country has fallen short of its expectation, while central banks and governments in South Africa, North America, Asia, and Europe have offered huge fiscal and monetary stimulus to pop up businesses hit by lockdown. Nigeria is still strategizing. In South Africa, the Star newspaper tells us that another dodgy tender has been exposed, pointing at an irregular 140 million South African rand health contract terminated after intervention by Gauteng Treasury. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe informs us today that 10 more COVID-19 deaths were reported yesterday, the second highest daily toll after 12 passed on last Thursday. This takes the death toll to 80 in Zimbabwe, while 154 new cases were confirmed. In Rwanda, the New Times newspaper says Rwanda Airports Company has reassured passengers using Kigali Airport that several changes and adjustments have been made to ensure their safety. Read the New Times newspaper for some of the changes as brought out by the managing director at the Rwanda Airport Company. Out of Africa, we take the Guardian newspaper in Britain that makes a startling revelation that Russians stole secret documents from ex-minister's personal email, with the Labour MP insisting that this is a very serious breach of national security. Then the Times newspaper on health, talking about new advice prescribing exercise for chronic pain, with doctors being told not to give paracetamol to patients any longer. And we end in a similar issue with the Herald newspaper in Scotland that says scientists are in a breakthrough over Parkinson's and MS, as enzymes discovery could see new treatments for disease. Steve, these are some of the information that we could lay hands on this morning from Cameroon, Africa, and some European countries. Et on va également noter que du côté de l'Europe, c'est toujours des problèmes de santé, jusqu'à ce qu'on va jusqu'à interdire le paracétamol aux patients, c'est quand même grave, hein? Actually, Steve, and prescribing exercise for those with chronic pain. Et justement, il faut, bon, on prescrit en tout cas les exercices, hein, le sport en tout cas pour tous ces patients. Mais on va venir également sur la une de Guardian Post qui nous fait savoir ce matin qu'hier, hein, il faut le dire, lors de l'examen du BEPC, une jeune élève a eu des enfants, des jumeaux. Twins in an exam hall. Dans la salle d'examen. Bon, on va y revenir. On va y revenir dans un instant, ne vous inquiétez surtout pas. Allons-y avec la page en langue française avec Alain Diok. Commençons par Cameroun Tribune qui présente justement les attaques terroristes à Mayo, Mosgota et la compassion du chef de l'État. Le journal à capitaux publics nous renseigne qu'après l'attaque terroriste de la nuit de samedi à dimanche dernier qui a fait une vingtaine de morts parmi les populations civiles de cette localité là-bas du département de Mayo-Tchanaga, les forces de défense et de sécurité ont repris le contrôle de la situation et le président de la République Paul Biya y a dépêché le gouverneur Mediava Bakari hier pour apporter le soutien nécessaire aux familles endeuillées, nous dit Cameroun Tribune de ce matin. À la une du quotidien Le Messager, port autonome de Douala, la normalisation contre vents et marées. Selon le journal de Jean-François Chanon, en dépit justement du léger frémissement dû à la pandémie à Covid-19, l'autorité portuaire tente tant bien que mal à maintenir les chiffres à flot à quelques mois de la fin de l'exercice 2020.
Le quotidien Mutation évoque ce matin les élections régionales et les batailles majestueuses. Selon le journal, l'instruction du MINAL visant à clarifier justement la situation à la tête de certaines chefferies traditionnelles donne lieu à des tensions sur fond de marchandage, nous dit Mutation de ce jour. Une autre bataille, c'est celle des primes des médecins fonctionnaires que le quotidien Le Jour s'interroge si le ministre de la Santé peut-il reculer. En tout cas, Manaouda Malachi invite le collectif des médecins indignés à une réunion ce mardi. À lire dans le journal Le Point des revendications des soignants. En page 5 du journal d'Aman Mana, ce sont des explosions qui reprennent donc du côté de Bamenda. Le journal indique que la ville est néanmoins sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Le journal essentiel du Cameroun du professeur Antoine Vongo Anda parle de la gouvernance, l'ART, de se brouiller. En effet, selon le journal, de fuite en fuite sur les réseaux sociaux, la gouvernance au sein de l'agence de régulation des télécommunications explose. En tout cas, s'expose soupçons et accusations de corruption, interpellations contestées, des textes organiques étalent au grand jour une brouille malsaine entre les dirigeants de l'agence de régulation. Le quotidien de l'économie indique les sujets qui attendent les gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI. Le journal de Thierry Ekouti nous apprend qu'ils auront une rencontre par visioconférence le 6 août prochain. La rencontre va rassembler environ 250 délégués d'Afrique. C'est le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre des Finances qui accueilleront la réunion, nous dit le quotidien de l'économie de ce matin. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui indique que le bac là-bas est en ligne de mire. À mi-parcours donc entre la reprise le 20 juillet dernier, les enseignants dans les classes de terminale et le début du baccalauréat le 20 août prochain. Les candidats de divers établissements affichaient donc hier leur confiance au milieu tout de même de certaines réserves nées du calendrier scolaire bouleversé par la crise du coronavirus. Au Congo, les dépêches de Brazzaville renseignent que l'opposition rejette le vote anticipé de la force publique. Dans une lettre officielle en réponse à celle du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation adressée le 28 juillet à la classe politique en rapport avec l'avant-projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi électorale. L'opposition là-bas constitutionnelle incarnée par Pascal Tati Mabianla a rejeté la proposition relative au vote anticipé de la force publique. Le refus de l'opposition est motivé selon les termes de la dite lettre par le fait que l'absence de la biométrie garantissant le principe d'un homme, une voix ne peut légalement instituer le vote multiple qui fausse le jeu démocratique, nous dit le journal. En R de Congo, le courrier de Kinshasa relève que le ministre Marie Touba Zeza vante les vertus de la diplomatie et du dialogue dans le conflit frontalier RDC-Zambie. Après justement le retrait des troupes zambiennes du territoire de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères salue les résultats obtenus là-bas et pense que la voie diplomatique et du dialogue choisie par son pays était la bonne. Direction la France avec le journal Le Monde qui titre « Indépendance de la justice, les pistes des députés ». La commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice a donc achevé ses travaux et devrait remettre son rapport début septembre, nous renseigne donc le journal Le Monde de ce matin. Le journal Le Figaro, quant à lui, renseigne que le sport français joue donc la survie à la rentrée lorsque les compétitions reprennent. Progressivement, dans l'Hexagone, les acteurs du sport professionnel restent à la merci du virus et ne sont pas à l'abri d'un effondrement économique. Le journal Libération titre « Oh, les masques !» alors que les anti-masques manifestent de plus en plus leur défiance. Le Premier ministre Jean Castex est allé lundi à Lille. L'important de se couvrir le visage, y compris en plein air, dans les zones d'affluence. Le journal Le Parisien parle des tops et des flops de l'été confronté à une épidémie de Covid-19 qui n'en finit pas. Les Français bousculent leurs habitudes. Radiographie d'une trêve estivale sans dessous, c'est à lire en pages 2 et 3 du journal Le Parisien
de ce jour. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui évoque le meilleur entraîneur de club, Zizou premier. 3 victoires en Ligue des Champions et 2 titres en Liga depuis 2016. Le dernier cette saison ont propulsé donc Zinedine Zidane dans le Gotha des entraîneurs. Le quotidien L'équipe le classe comme meilleur technicien de club actuel. Mais moi aussi. Steve, voilà les différents sujets traités par la presse ce matin. Faut dire aux Français que jusqu'à preuve le contraire, Zinedine Zidane n'est pas français. il est kabyle, le mec. Mais bon, dès qu'il fait une gaffe, il n'est plus français. Dans ce moment-là, il est français. Il devient un franco-algérien. Et quand ça va tout bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il est français, tout le monde l'apprécie, on met Zizou premier. Quand il tête Materazzi, là, c'est un franco-algérien. Il remporte. Il va oublier de ses ennemis. Non, arrêtez. Il faut comprendre que c'est quand même français. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Si vous savez pertinemment que c'est un Français. La pression à un joueur qui se comporte mal. On ne peut pas dire que si vous têtez votre coéquipier ou alors quelqu'un de l'équipe adverse, on va. Mauvais souvenir en tout cas pour Zizou. Il ne faut pas le dire. Il fallait réagir également. Il ne faut pas également pas insulter votre soeur et votre mère, vous allez laisser. C'est pas aussi facile. Oui, absolument. Même l'homme le plus sain de la planète, il ne va pas laisser faire. C'est quand même votre famille. En tout cas, merci pour toutes ces informations en langue française ce matin. Eh bien, revenons en tout cas avec le BEPC à Meungong. Il faut préciser par ailleurs à nos téléspectateurs que le BEPC s'est achevé samedi dernier. Et du côté de Meungong, c'était samedi justement, eh bien, une jeune fille a accouché de 2 jumelles dans une salle d'examen. Actually, Steve, bienvenue au bébé en tout cas. In the south region, oui. You know, the Guardian Post is telling us of this lady who gave birth to a set of twins in an exam hall. And when I read it, I was saying that it's probable that this girl will pass because the courage she had to study, come and sit in class. I assure her she will actually come out with 2 certificates, one her children and the other one with her baby person, which she would likely, you know. But then what came to my mind was, given if she had 1 child, we could say that it is possible for this girl to continue education. You know, we are resuming in October. And with 2 children, a set of twins, understanding... Ça va pas être facile hein, pour elle justement en 3 mois de revenir justement sur les bancs parce que l'entrée est prévue pour le 5... We're already in August, September, Bon, c'est vrai qu'on nous a pas donné l'âge. Elle a quel âge? The paper has not indicated the age of the child, but we just estimate, you know the age limit. For those who are writing the BEPC, they should be around from 14, 15, maybe around 20, 16 something like that. Around that age range, and already with twins, I think that child should have been... Quand même bizarre qu'une jeune fille, peut-être de 16 ans, qui sait, peut-être elle peut avoir 18 ans également, soit enceinte. Non, je ne crois pas que c'est bizarre. C'est pas bizarre? Moi, je pense d'abord que, d'ailleurs... Trouvez normal qu'une jeune fille de 16 ans... Premièrement, c'est que... En classe de 3e... Premièrement, je pense que cette fille, elle a déjà obtenu son diplôme, même si par écrit, elle ne va pas poursuivre les épreuves. Je pense qu'elle a déjà obtenu. Deuxième chose, c'est que les filles de son âge, on estime que si vous êtes quand même en 3e, ça veut dire que vous tournez autour de 16 ans, c'est-à-dire 14-16 ans. Vous êtes là à ce niveau. Et donc, les filles de son âge, en tout cas plusieurs filles de son âge, qui n'ont pas fait comme elle, parce que beaucoup avortent. Et puis, beaucoup même meurent suite à l'avortement. Et donc, c'est plutôt, l'action est beaucoup plus à encourager, parce que dire aux filles que lorsque la période de puberté arrive, et que c'est naturel, si maintenant il arrive que vous tombiez enceinte, il faudrait que vous assumiez. Et là, en ce moment, il faut applaudir et les parents, et même l'enfant qui, justement, a compris que même si le bassin... Vous trouvez bien d'applaudir ce genre d'enfant? Non, je veux dire, oui, il faut applaudir. Moi, je pense qu'il faut applaudir. Steve, il faut applaudir, pas parce qu'elle a conçu à cet âge-là, mais parce qu'elle a su au moins conserver non seulement sa vie, et aussi pour les autres 2 enfants. Et en même temps, elle va, parce qu'on parlait tout à l'heure que les autres avortent. Et quand on avorte, il y a 2 possibilités. Soit vous mourrez, soit alors vous pouvez ne même plus accoucher. C'est pour ça que je pense que le geste est pour moi à applaudir. I was looking at that courage that this student had
to overcome. There is this sort of stigmatization. When we were going to school, immediately a girl was pregnant, that was just all. The girl was dismissed. Along the line, it was readjusted in such a way that they could look for ways so that the child continue coming to school. Absolutely. And for this girl to be able to brave such odds, we know what pregnancy is. When women are pregnant, there are some women, once they are pregnant, it is completely a problem in the house. And this child was able to keep the pregnancy, study, and right up to term, to giving birth and coming to because coming to write exams, naturally she would have started feeling some signs of and she could brave those difficulties and come to write. I think that we need to at least acclaim her for such courage that she has, not because she got pregnant and the paper has not given us details. It could still be a married woman, Steve. Oui, ça peut également être une femme mariée, ça c'est vrai aussi. Ça, vous avez totalement raison, mais moi, il me souvient que quand j'étais au Coumont 2, on avait des grands frères, des grandes sœurs qui avaient 25 ans. Elle pouvait être enceinte, parce qu'elle avait 25 ans, au Coumont 2. Mais bon, aujourd'hui, vous savez, vous arrivez au Coumont 2 à 10 ans. Je fus l'une des premières personnes arrivées d'ailleurs à 10 ans. C'était même interdit. Oui, mais Steve, nous avons, à notre époque, c'est des choses que je ne vois pas aujourd'hui. Moi, j'ai fait le collège, je n'ai pas vu les gens avec la barbe. J'ai fait le collège, je n'ai pas vu les gens avec la barbe. Un seul gars en terminale que j'ai vu avec la barbe. Bon, ça c'est... Aujourd'hui, Steve... Non, je vais dire que... Mais vous étiez jeune. Oui, il n'y avait personne qui avait la barbe. Moi, je vous dis que moi, j'avais 10 ans, j'étais au Coumont 2. Il y avait des gens qui avaient 25 ans. Laissez-moi vous dire que j'étais au Coumont 2, il y avait des gens de 25 ans. Oui. TTC, ça je vous le dis, TTC, toute taxe confondue, mec, il a 25 ans. Oui, absolument. Il y avait même des grands ceux qui avaient 25 ans au Coumont 2. Ça, il ne faut pas que vous oubliez ça. No, at that point, we had such cases. We had people who were already grown up. Une dame était enceinte. They used to send them away to go and shave. Voilà. Ça yes, because they were already threatening the younger ones in school with beards. Il y avait même des élèves qui étaient au Coumont 2, des papas, et qui fouettaient Oui. Ça. Ils pouvaient fouetter l'instituteur, mais ils ne fouettaient pas. Dès qu'on lui disait d'aller au champ, le mec, il refusait tout de suite. Allez justement savoir. Bon, c'est des souvenirs. Messieurs, on va revenir également avec la grande une de Le Jour ce matin, qui s'interroge d'ailleurs. Le Jour s'interroge, le ministre de la Santé peut-il reculer? Eh bien, Manabouda Malachi, le ministre de la Santé publique, invite d'ailleurs le collectif des médecins indignés à une réunion ce mardi. Oui, absolument. D'abord, je dois encourager le ministre de la Santé parce que, quel que soit ce que, vous savez que depuis un moment, il fait l'objet de ci et ça à la presse camerounaise. D'abord, première des choses... On a deux versions de la presse, il y a ceux qui sont avec lui, et il y a ceux qui sont carrément contre lui. D'abord, première des choses parce que lui, au moins, il communique. Ça, c'est important. Même si on peut maintenant revenir sur les chiffres, qu'il ne donne pas tous les détails. Ça, déjà, c'est une chose. Deux, ça veut dire que c'est un monsieur qui est d'abord ouvert. Vous voyez, il a pris une décision. Mais aujourd'hui, il y a un collectif indigné. Il les appelle. Et c'est ça. Pas que, comme on voit souvent d'autres ministres gérer. On parlait justement de la communication gouvernementale ici hier. Oui, lorsque les gens sont justement indignés, que le gouvernement ne communique pas. Oui, voilà. Lorsque les gens sont indignés, c'est plutôt la police qu'on envoie pour justement les bastonner. Or, le ministre, quand même, pour lui, il essaye de comprendre que voilà les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais il faut un cadre de concertation. Et donc, je pense que le cadre, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est une bonne chose, quelle que soit l'issue de cette réunion. Mais maintenant, il faut revenir, parce que je ne comprends pas pourquoi le ministre, à ce moment précis, parce que on voit un peu le contexte. À ce moment précis, pourquoi prendre cette décision seulement maintenant? La prime était élevée à combien déjà? 800 francs, 1800 francs? 2,400 francs. Voilà. 2400 francs. Yes. 2400 francs. Qui a été réduite. Yes. Oui, même si aussi, je crois que c'est le journal Éco-Santé. 2400 francs, c'est beaucoup quand même. It's money, Steve. Oui, même si le journal Éco... Ça, vous coupez 2400, vous ne serez pas fier. Hein? Steve, même si... You know, money is budgeted. You know that I'm going for this and this is what I would do. Just to go and see 2,400 francs slashed up, you know, avec les salaires d'aujourd'hui. With the salaries that they have. C'est compliqué. Oui, autre chose, c'est que je crois que c'est le journal Éco-Santé de la semaine dernière qui parlait de justement plus de 18 milliards de francs CFA que les médecins ont eu illicitement. Je crois qu'il y a ça fait 18 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une prime qu'ils encaissaient, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Tout cela est quand même contenu dans ce journal. Ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est cette prime-là que le ministre a
retirer. Mais moi, tout ce que j'ai, justement, le problème que j'ai dans cette affaire, c'est que le contexte ne s'y est pas à faire justement une telle déclaration ou telle modification. Je pense qu'il fallait peut-être laisser que le Covid passe, ou la Covid passe d'abord. Après, maintenant, on verra dans quelle mesure on pouvait. D'ailleurs, même si on peut même, pourquoi même le faire? On a vu que les médecins étaient au front. D'ailleurs, tout ce qui, le personnel santé, pas seulement les médecins. Donc, je ne vois pas pourquoi vraiment... Le personnel de la santé dans tous les hôpitaux, on les encourage d'ailleurs. Hein, vous avez notre révérence et nous faisons d'ailleurs hommage ce matin. Nous connaissons justement tout ce que vous faites justement pour nous qui sommes parfois à la maison, pour toutes les populations camerounaises. Nous nous inclinons en tout cas devant tous vos efforts et nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous faites d'ailleurs hein, pour tous les Camerounais, car sans vous, nous ne sommes absolument rien. Et justement, nous avons besoin de vous pour que le pays puisse se développer, pour des Camerounais en bonne santé. Un pays en bonne santé et sans oublier les populations en bonne santé, eh bien, il y aura sûrement une bonne rémunération. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Au plaisir de retrouver demain. Je vous demande de passer, je vous souhaite de passer une bonne journée, en espérant qu'elle sera bonne. Hein, je vous en prie, oui, ça va être une bonne journée. Vous êtes sûr? Ça s'annonce bien. Vous également, vous êtes sûr? Are you sure for that? Steve, life is hoping. That's is hoping. Yeah, so take care of you. Take care of you and tomorrow Thank you, is another day. Eh bien, mes invités sont là ce matin, justement. Bertrand Tatinda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis très content d'être là. Bonjour aux milliards de téléspectateurs, millions qui nous suivent. Bonjour à mes copanélistes que vous allez présenter effectivement. Je reviens rapidement sur cette histoire de cette jeune demoiselle de Mengon. C'est beaucoup de courage, ouais. Je crois qu'il faudrait qu'elle continue ses études. C'est-à-dire que faire des jumeaux lors d'une épreuve et venir, samedi dernier, oui. Venir terminer l'épreuve, je trouve même que c'est exceptionnel. Donc nous suivrons avec beaucoup d'attention ces résultats. Je crois qu'avoir une telle détermination veut dire qu'elle y croyait vraiment et qu'au courant de l'année, elle s'est bien comportée. Donc, félicitations à cette jeune dame. Enfin, les emprises sur la voie publique qui mènent sur notre majestueux stade de Chapoma. Oui. C'est-à-dire que cette histoire-là doit cesser. La mairie de Douala, la troisième, doit véritablement prendre ses responsabilités. Sauf que le maire a pris ses responsabilités. Dernière nouvelle, il aurait, comment je veux dire, instruit le recrutement de 100 policiers municipaux. C'est bien. Il est déterminé. Et moi, je l'ai toujours dit, si on pouvait avoir un Timi Vuna Maître Indouala dans cette ville, c'est un monsieur même que je crois et j'espère, je souhaite qu'on l'associe à la gestion de la région du centre. C'est un grand monsieur. Il faut une discipline d'enfer. Tous les espaces publics ne doivent pas devenir, comment je veux dire, des quincailleries, des marchés, des bénitariats et autres. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire ce matin. Merci beaucoup, Bertrand Tatinda, d'être là ce matin. Patient Parfum Dôme, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Steve. Bonjour à la grande famille d'IBS La Matinale, à nos nombreux téléspectateurs à travers le pays, mais surtout l'Afrique et le monde qui ont fait de cette émission, j'allais dire, leur lieu de pèlerinage matinal. Bonjour à Bertrand et aux autres amis du panel que tu auras l'amabilité de nous présenter tout à l'heure. Merci pour cette invitation. C'est moi qui vous dis merci d'être là ce matin. Je me tourne justement vers Eric Pepin-Vicaille. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes aînés, Patient Parfait et Bertrand. Et bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Et à tous ceux-là qui sont déjà scotchés dans la page Facebook. Voilà, j'y arrive. de l'émission. Voilà, ils sont très nombreux, parfois on caracole les 15 000 vues, ce qui est exceptionnel pour une émission qui a moins de 6 mois sur l'espace public. Et je souscris au propos de Bertrand Tatinda, parce que voyez-vous, je suis révérend, j'habite au quartier, au Colbon, c'est-à-dire le quartier qui habite la voie de contournement qui mène au majestueux stade de Chapoma, c'est-à-dire 4 km à partir du total en Colbon jusqu'au niveau du stade. Mais voyez-vous, depuis la fin des travaux non réceptionnés déjà par la communauté urbaine, les commerçants et autres petits badauds se sont rués sur l'emprise. Voilà, sur l'emprise, sur les emprises pour y installer des commerces. Non pas les mais c'est une sorte de caverne d'Alibaba, c'est-à-dire on trouve du tout et ça crée vraiment de... Je rappelle que de ce côté-là, j'ai vu Petit Bopi. Voilà, ça crée vraiment de sérieux problèmes. Il faut également saluer la maestra du commissaire du 16e arrondissement qui de temps en temps mène
des opérations coup de poing pour essayer un peu de déguerpir cette emprise, mais il faudrait que ce soit des actions coordonnées parce que Bertrand a parlé tout à l'heure du recrutement des 100 agents de la police municipale de Douala 3e, mais il faut également l'appui de la mairie de la ville. Vous voyez, où c'est pas la commune de Douala 3e qui a construit cette route. Cette route entre dans le patrimoine de la mairie de la ville en termes de prérogatives. Mais quel qu'en soit le cas, elle est domiciliée sur le domaine territorial de la commune de la 3e. Donc, vivement que le maire initie des actions concertées. D'ailleurs, je lui ai envoyé une adresse sur cette question cette nuit. Et promptement, il a pu réagir pour me dire qu'il prendra des mesures idoines pour que cette emprise soit fortement libérée et viabilisée par la suite. Vous n'êtes pas la première personne d'ailleurs à lui envoyer d'ailleurs des messages pour ce sujet. D'ailleurs, il a dit qu'il l'a pris note et qu'il va trouver justement une solution. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs de DBS ce matin. Je salue particulièrement ce matin les députés camerounais. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors mon coup de gueule ce matin, eh bien, qui du ministre des Finances, de la décentralisation et du développement local revient la prérogative de nomination des receveurs municipaux. En effet, la loi 2019 portant, n'est-ce pas, Code général de la décentralisation, notamment son article 439, alinéa 1 et 3, je crois, non, alinéa 1 et 2, dispose que les receveurs municipaux des communautés urbaines sont nommés conjointement par le ministre des Finances et de la décentralisation. La même loi, en son alinéa 6, dispose qu'il y a un texte, un décret d'application, un décret particulier qui sera le moment opportun pris pour justement définir les attributions et les statuts, n'est-ce pas, des agents publics. Sauf que le 7 juillet dernier, le président de la République, justement, a pris un décret, le fameux décret 2020-375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique. En son article 5, alinéa 1 et 3, et donne la prérogative de nomination des receveurs municipaux au ministre des Finances. Question au pluriel. Que va-t-on respecter, la loi ou le décret? Deuxième question. Est-ce que le ministre de la décentralisation et du développement local, qui, le 6 juillet dernier, a pris sur lui de nommer des receveurs municipaux des communes de Yaoundé 6e et 7e, va reporter cette décision? Parce qu'il faut d'abord attendre le décret, ce fameux décret. Et dernière question, finalement, est-ce que nos députés ont lu ces textes avant qu'ils soient promulgués par le président de la République? Merci pour toutes ces interrogations, Albert Anatola ici. Merci également, on espère tout simplement qu'ils sont en train de nous suivre et qu'ils vont justement prendre des mesures pour cela. Tout de suite, mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris, voici le débat. Messieurs, ce matin, nous revenons justement au sommet de l'État. Nous allons parler du Cameroun et on va s'interroger sur le Dauphinat. Est-ce que justement, il y aura un Dauphinat justement au Cameroun? Messieurs, je sais que cette question vous intéresse. Cameroun, sommet de l'État, Dauphinat, c'est notre grande interrogation ce matin. Même si certains ont surnommé cela le gré à gré, ceux qui, à un moment donné, regardent tout simplement les hommes qui sont dans le monde des affaires et surtout dans le monde du chantier, on va le dire comme ça. Eh bien, messieurs, toute succession engendre une guerre entre les prétendants en vue de gagner les faveurs de l'arbitre de la succession. Ainsi, les guerres de succession peuvent créer les fissures profondes au sein de l'appareil de l'État et du parti au pouvoir. Eh bien, la technique successorale avait été opportunément adoptée au début des années 1980 par les chefs d'États africains préoccupés par la survie des régimes qu'ils avaient bâtis dans les années 60.
Eh bien, au Cameroun, en cas de vacances de la présidence de la République, l'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Toutefois, la succession étant considérée comme un véritable test de stabilité des régimes en développement, une question s'impose entre l'intérim présidentiel et le dauphinat constitutionnel. Quel est le modèle successoral susceptible aujourd'hui de garantir, il faut le dire ainsi, la paix et la stabilité politique au Cameroun? En cas d'empêchement définitif du chef de l'État, Paul Biya, par exemple, qui est visiblement sous le coup de l'usure du pouvoir, l'analyse des compétences de l'intérimaire, les leçons du passé et surtout les affres de la crise sociopolitique actuelle militent en faveur de sa disqualification au profit d'un vice-président dauphin constitutionnel, déclarent d'ailleurs certains analystes politiques. On parle là du droit constitutionnel, droit public, droit camerounais et surtout le droit comparé. Mais entrons en tout cas dans le vif du sujet ce matin. Depuis le XVIe siècle, eh bien, période à laquelle remonte d'ailleurs l'institutionnalisation du pouvoir, la relégation au musée des citations de la célèbre formule « l'État, c'est moi » constitue un processus irréversible de la dépatrimonialisation du pouvoir. Devenu un bien commun, le pouvoir ne saurait faire l'objet d'une appropriation privée. Il serait donc opportun de dire ou de pousser Paul Biya à jeter le témoin au sol au lieu de le passer à quelqu'un d'autre en faisant jouer l'alternance par des mécanismes institutionnels et constitutionnels clairs et surtout solides. Dans ce sens, la loi fondamentale dispose que, en cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès, eh bien, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu entre 20 jours au moins et 120 jours tout au plus, plus tard, dans l'ouverture de la vacance. L'intérim donc du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Eh bien, cependant, depuis le voyage, il faut le dire comme ça, de Paul Biya du côté de l'Élysée en 2009, certains médias nationaux diffusent l'idée qu'un projet de loi sera en préparation dans le but de modifier justement cette constitution. D'ailleurs, revenu de la France, le chef de l'État camerounais Paul Biya s'était justement exprimé au sujet de ce dauphinat. Nous allons le regarder dans ce court élément. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Messieurs, pour le chef de l'État camerounais Paul Biya, eh bien, dans le monde comme celui-ci, en tout cas dans le pays qui est le Cameroun, et surtout dans le monde politique, nous savons pour lui, en tout cas, le mot dauphin sonne très mal. Donc ceux qui pensent qu'il y aura forcément un dauphin, pour le chef de l'État qui, il faut le dire toujours, hein, garde toujours en mémoire ses paroles, pour l'instant ce n'est pas le cas. Bertrand Tassinda. Mais disons que moi je suis un peu embêté de faire ce débat parce que le problème ne s'oppose pas vraiment au Cameroun. Oui. Mais faisons-le débat s'il faut le faire. Le président, j'ai beaucoup lu et je continue de lire des gens qui ont exercé à côté du président de la République et qui ont écrit. Donc chaque fois que je tombe sur un bouquin de quelqu'un qui a travaillé à côté du président de la République, qui écrit, en fait j'essaye de lire. Pour essayer encore de voir et de comprendre la démarche du président de la République. Parce que je crois que si ce monsieur part sans nous laisser des mémoires, sans nous laisser des écrits, sans nous laisser sa part de vérité, on risque à raison ou à tort de lui faire porter un certain type de responsabilité au Cameroun. Oui. Et ce qu'il dit là, il le réitère plusieurs fois en privé. J'ai lu le bouquin d'un de ses secrétaires, de quelqu'un qui a été son secrétaire général, apparemment très apprécié du président de la République, qui a mis 4 ans, qui dit que le président le lui a dit dans un bureau. Il est même allé plus loin, en disant que le jour que je prendrai ma retraite, ce que je ferai, c'est que je dirai à mes amis. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il le met en garde de dire que tu t'imagines si aujourd'hui j'ai désigné un dauphin, question de dire qu'il serait liquidé à la seconde. Et il va plus loin, dire que quand je prendrai ma retraite, eh bien, je dirai à mes amis que
voilà la personne que moi, j'estime qui peut continuer l'œuvre pour laquelle, en fait, ou bien l'œuvre pour laquelle je me suis battu. Il le dit. Parce que dans ce livre, sous forme d'interview, on nous demandait que, mais est-ce qu'il arrive au présent, même souvent, de parler, en fait, de son départ et de sa retraite? Et il expliquait que oui, véritablement. Il arrive au présent de parler. Il allait même plus loin et dire que, mais est-ce que le président parle souvent du président Idjo? Qu'est-ce qu'il pense du président Idjo? Il dit, mais il parle souvent du président Idjo, avec beaucoup d'admiration d'ailleurs. Et que même sur certaines situations, il est arrivé de lui dire, écoute, moi, j'ai pris telle décision parce que si c'était le président Idjo, il aurait pratiquement pris la même décision. Donc, il a eu même comme l'impression que le président était nostalgique de la période à Idjo. Pourquoi il y a ce débat sur le Dauphinat? C'est important aussi de penser parce que c'est-à-dire que celui ou celle qui va remplacer le président de la République va considérablement impacter sur la marche du Cameroun. C'est très important. Et nous avons connu en fait 3 périodes. C'est-à-dire que la période post-indépendant qui va aller jusqu'au début des années 84, jusqu'au début des années 84-85, la période crise économique, début 84 jusqu'aux années 2000, crise économique en fait, bouleversements sociaux, et aujourd'hui une forme de reprise en main et de recherche, comment je vais dire, d'avoir véritablement une importante souveraineté. Le premier débat, c'est de savoir effectivement, est-ce qu'il sera possible d'accéder à la fonction suprême au Cameroun par un gré à gré? Pour moi, non. Vous avez lu les dispositions constitutionnelles. Comment vous ferez pour être président de la République, même si le président Biya vous désigne, ou bien le désigne au sein de son parti, parce qu'il parlait au sein de son parti, sans passer par des élections? Comment vous le ferez? Même si le président du Sénat assure l'intérim, je ne sais pas combien de jours, 30 à 120 jours. Et 20 à 120 jours. 20 à 120 jours. Il faudra une élection. Et la loi fondamentale cadre même son action. Je ne suis pas convaincu qu'il pourra destituer les patrons d'autres institutions. Je ne suis pas convaincu qu'il pourra modifier le Conseil constitutionnel. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de savoir effectivement qui est plus important pour moi. L'ambition et le projet politique de celui qui aspire à remplacer le président de la République. Nous pensons, c'est-à-dire que nous les nationalistes, les ultranationalistes, nous pensons qu'on ne peut pas construire le Cameroun sans véritablement réveiller le pécisme. Nous pensons que ce n'est pas possible. Comment tu fais pour construire ce Cameroun sans expliquer aux Camerounais qu'il faut que la chose publique soit gérée de façon efficiente et appartienne à tout le monde? Comment tu fais pour construire le Cameroun sans expliquer que la façon dont nous arrivons à l'indépendance, dont la France va conduire ce pays à l'indépendance, est aussi à l'origine de tous les problèmes que nous avons. Parce qu'au-delà des crimes que la France va connaître, elle va nous attacher les pieds et nous attacher les mains. Mais pour moi, c'est le nationalisme, c'est la souveraineté, c'est le travail plus ou moins qui rend heureux. Les formes de l'État, oui, on peut appeler les formes de l'État. Chaque forme d'État, en fait, a ses avantages et ses inconvénients. Mais pour moi, ce sont ces valeurs-là. Est-ce que celui, véritablement, qui va succéder au président Biya, va les mettre en avant? Qu'il faut d'abord que le pays soit souverain. Deuxièmement, il faut, je vais dire que refaire le logiciel mental des Camerounais, en faire de véritables nationalistes, de savoir que quelle que soit la situation que vous avez, notamment, vous devez travailler et, je vais dire que avoir un projet conséquent. Donc, pour moi, voilà relativement le débat. Et c'est là où nous sommes un peu embêtés. Parce que entre ceux qui appartiennent au camp présidentiel, c'est-à-dire les conférences nationales ont été pas tout à fait une très bonne chose. Moi, je ne parle pas forcément d'un pays spécifique. C'est-à-dire que ça a désacralisé la fonction des conférences nationales. Et c'est en ça, pour moi, que ça a été un véritable problème. Ça n'a pas mis le doigt là où véritablement il fallait. C'était des foires où des gens arrivaient et insultaient le chef de l'État et sa famille. On lui mettait tous les mots. L'ambassadeur de France lui rigolait, hein. Il était en fait chez lui, il rigolait, la France lui rigolait, on disait conférence nationale, la nouvelle ère de démocratisation. Tous ces pays qui sont passés par les conférences nationales, qui ont adopté les lois consensuelles, qui sont allés aux élections, la communauté internationale l'a applaudi. Ça, ils vont mieux qu'à du Mali. Ça a été une bonne conférence nationale, hein. On brandissait au Mali, meilleur élève de la démocratie. Non, ça ne va pas mieux. Au Togo, ça va mieux. Je ne parle pas en RDC. Donc, voilà ce que ça a fait. Ça a désacralisé cette fonction qui est éminemment relativement importante. Aucune conférence nationale n'a mis le doigt là véritablement où il fallait.
ben, on est allé, comment je vais dire que, esquiver les problèmes et on est allé dans ce qu'on va nous appeler la rédaction des constitutions et la limitation des mandats. Donc, c'était ça l'enjeu des conférences nationales, la limitation des mandats et de savoir si les élections sont des élections à 1 tour ou à 2 tours. Ceux qui adoptaient les élections à 1 tour, c'était des voyous, c'était des dictateurs, ils voulaient mourir au pouvoir, et les pays qui adoptaient les élections à 2 tours, non, c'était des exemples de démocratie et ils allaient avoir le bonheur, la paix sociale, etc., etc. Donc, voilà, d'un autre côté aussi, ce qu'il faut dire, c'est que il faudrait quand même que, pour garantir un minimum de paix, que des lois qui régissent la dévolution de pouvoir sont soit-il un peu consensuelles. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec tout le monde. Oui. C'est-à-dire, moi, je pense que ceux qui aujourd'hui ne sont pas dans le camp présidentiel, certains disent des choses qui sont relativement pertinentes. Et c'est important, À un moment donné, il faut un certain code électoral. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un pouvoir fort. Et surtout, il faut un scrutin majoritaire. Celui qui gagne les élections doit pouvoir gouverner. On ne doit pas attacher une partie, en quelque sorte, de ses attributions dans une constitution à peu près bizarre. Je l'ai dit en RCA, que la constitution était mauvaise après l'avènement du président Touadéra. Je l'ai dit, il faut qu'il modifie la constitution. Parce que l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, certains corps de l'État l'attachaient ses pouvoirs. De fait qu'il ne pouvait pas prendre et engager le pays dans une certaine, dans certaines réformes et même dans certaines actions sans véritablement que, à la limite même, un bureau de l'Assemblée nationale paralyse son action, alors que c'était lui qui était élu au suffrage universel et direct. Là, on commence à se rendre compte, il commence à relire la Constitution, surtout quand on sait comment cette Constitution en quelque sorte était rédigée. Pour revenir au cas du Cameroun, effectivement, comme je le disais, effectivement, il faudra essayer d'amorcer un véritable débat pour qu'on ait des lois consensuelles, pour qu'il n'y ait pas véritablement de friction. Notamment notre code électoral. Oui, il faut le toiletter, le code électoral. Toiletter le code électoral, ça c'est votre proposition. Voilà en fait ce que moi je pense. Et la couleur de mon strict point de vue qui peut arriver après le président Biya n'est pas très important pour moi. C'est comme j'ai dit, si ce monsieur ne réveille pas le pessisme et nous explique que véritablement les projets ultralibéraux, la France, les plans d'ajustement structurel et toute cette parcoutille-là, le président Banda appelle la friperie, va développer nos pays, ça sera un véritable problème. Mais si quelqu'un arrive et dit, moi je vais réveiller Oumniobé, c'est-à-dire que ces discours à l'Assemblée générale de l'ONU, ça doit être même la Constitution. On peut refaire une réforme constitutionnelle et s'inspirer de ces discours-là. De discours de Oumniobé. En tout cas, pour vous, il faut encore la personne qui va venir. Je parle du nationalisme camerounais, tous ses collègues, et même ceux qui ont été avant, notamment les pères, les chefs Sawa et d'autres. Et d'autres encore. En tout cas, vous avez un UPCiste sur ce plateau. Oui, on a des légers désaccords. Souvent, mais dans l'ensemble, on pense pareil. Depuis un bon bout de temps au Cameroun, on parle toujours, ça fait des années d'ailleurs, depuis les années 2009, il se susurre toujours qu'il y aura justement le Dauphinat et que sûrement le chef de l'État camerounais pourrait choisir son fils. On a vu également pas mal de Camerounais déclarer haut et fort, le dire sur tous les toits, que certains des grands cadres, pour ne pas dire ceux qui appartiennent au gouvernement, ont mis tous leurs enfants dans les grandes écoles comme l'ENAM, l'EMIA et tout ce qui va avec pour les remplacer plus tard. Eh bien, pour eux, rien ne pourra justement changer, même à la tête de l'État, avec le chef d'État camerounais Paul Biya, qui pourrait, à un moment donné, se demander à son fils de le remplacer. Oui, mais je pense que les bourgeoisies, comme les familles et les clans au pouvoir, ont ceci de particulier qu'ils adorent se reproduire. Donc, on comprend très bien qu'ils essaient d'aménager un cadre qui permette cette reproduction des élites, comme disait Bourdieu quelque part. Mais les élites politiques au pouvoir. Quand vous regardez même le gouvernement du président Biya, vous allez vous rendre compte que la plupart des ministres, à quelques exceptions près, ont été les fils d'anciens ministres. Ça veut dire pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que c'est une caste à qui justement, tout à l'heure, Bertrand titillait la France, à qui la France a légué le pouvoir. Et cette caste-là, d'individus, coptent de temps en temps certains qui leur font allégeance, qui n'étaient pas avec eux avant, mais dans le but de continuer de pérenniser justement cette caste et surtout qui a été adoubée par la France. Et surtout, vraiment, cette soumission vis-à-vis des intérêts français et d'étrangers. C'est ça qu'il s'agit.
Alors, quand j'entends des gens parler de ces questions de Dauphinat, moi je dis la manière dont la structure politique et institutionnelle organisée au Cameroun, c'est un faux débat. L'histoire de gré à gré. Parce que ceux qui crient le plus aujourd'hui au gré à gré, ce sont les gens qui ont contribué à donner la possibilité à ce gré à gré. Le gré à gré, c'est quoi? Vous parlez, ce sont des coups d'État, soit institutionnels, soit la possibilité d'avoir ce que j'appelle une alternance rotative. C'est-à-dire, au sein du même clan au pouvoir, on décide que c'est M. Bikaï qui va succéder au père. Et il le fait. Il peut le faire par la voie institutionnelle en disant que, bon, on renoue l'Assemblée, on modifie la Constitution, comment dire ça, il y a un poste de vice-président qui est voté, et le président Biya, après quelques temps, nous sommes dans des scénarios, hein, décide de céder le pouvoir à son successeur constitutionnel, comme ce fut le cas avec son ministre prédécesseur qui était Amadou Ahidjo. Oui. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, à mon sens, peut-être, maintenant je vous rappelle tout ce que le président Biya vient de vous dire, c'est un homme politique. Hein? Attention, c'est d'abord un homme politique, il ne faut pas le prendre pour un témoin de Jéhovah. Même les témoins de Jéhovah le trouvent maintenant dans les bars, donc ça ne veut rien dire. C'est un homme politique, il peut dire une chose aujourd'hui et fait le contraire demain. Et ce ne sont pas des exemples tout au long de son long parcours qui manquent. Vous vous souvenez, le Cameroun n'ira pas au FMI, après on nous a quand même embarqué au FMI. Donc ce n'est pas une parole d'évangile, excusez-moi le terme, ce qu'il a dit. Il sera obligé d'être pratique et pragmatique le moment venu. Donc je dis, la deuxième possibilité, c'est de dire on va aux élections. Et si le parti au pouvoir bien constitué choisit un candidat, il dit voilà mon candidat. Et je vous dis, en fonction de ce que nous voyons comme élection depuis un certain temps, qu'est-ce qui va empêcher à ce candidat de gagner les élections? Quoi? Tous les leviers de pouvoir, de l'organisation de pouvoir, de la structure qui organise les élections sont entre leurs mains. À moins qu'il y ait des bisous profonds entre eux. Mais comme ils savent que eux qui sont là, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une caste, c'est une organisation, n'est-ce pas? Oui. Ils ont bien peur que s'ils s'aventurent vers des chemins qui ne vont pas dans le sens de maintenir ces avantages qu'ils ont, c'est fini. Ils vont tous perdre. Donc à un moment donné, ils peuvent avoir par un instinct de conservation se dire, mais ok, le vieux a parlé, suivons le pas du vieux et puis c'est terminé. Et vous savez, dans cette affaire-là, il y a l'armée dont on ne parle pas beaucoup. Or, cette armée-là est fidèle à un individu, au président Biya. Il y a des pouvoirs. Elle a d'énormes pouvoirs. Il suffirait que le président Biya dise à l'armée, bon, je pars, mais voilà, je dis que je vous laisse, et puis c'est terminé. Alors maintenant, j'en reviens aux militants de l'opposition qui crient beaucoup cette affaire de gré à gré. En 2008, nous déclenchons des manifestations pour dire, parce qu'il se susurrait justement que le président veut modifier la Constitution, on ne veut pas de la modification de la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution, issue de la tripartite, qui a été le fruit de beaucoup de bagarres, que les gens veulent nier aujourd'hui en disant que vous avez fait quoi, avait inséré dans un article qui disait, qui prenait la limitation de mandat. C'est-à-dire, normalement, l'élection de 2011, le chef d'État qui était là, dans le président Paul Biya, ne devait plus se représenter. Donc, on commence des petites manifestations qui débouchent vers ce que vous avez pu appeler les émeutes de la faim, mais c'était les émeutes dont l'essence était le non à la modification de la Constitution. La plupart des acteurs politiques qui sont redevenus opposants entre-temps étaient dans le gouvernement de M. Biya. Quand cette Constitution a été, ce verrou a sauté, ils n'ont rien dit. Pas un seul mot traite. Pire, ils ont participé à la campagne du président Biya pour l'élection de 2011. En fait, après avoir fait sauter ce verrou constitutionnel, maintenant le président Biya pouvait se présenter de manière indéfinie à une élection. Je dis c'est là, en 2008, qu'on a donné la possibilité au gré à gré de se faire. Le gré à gré a été acté là, en 2008. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on donne, comme quelqu'un le disait, tous les avantages qu'on avait pu engranger pendant la lutte démocratique de 90 à 92, le régime a tout repris avec la complicité des gens qui crient beaucoup aujourd'hui, qui nous racontent des bêtises alors qu'ils étaient au pouvoir. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment, si le pouvoir décide d'organiser un gré à gré, que ce soit par la voie institutionnelle, que ce soit par la voie électorale, qui vont l'en empêcher. Les seules personnes qui peuvent empêcher ce scénario-là, ou bien ce scénario de se mettre en place, c'est le peuple. Or,
quand on regarde l'attitude de ces nouveaux opposants, ils ne sont pas pour combattre le système comme Tatina venait de le dire. Non. Le problème, c'est que, bon, Biya dégage, et nous, on s'installe, et on continue de collaborer avec justement les gens qui nous ont mis dans cette situation glauque dans laquelle nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est pour cela que j'interpelle vivement les Camerounais. Et de là, comme le coup ne reçoit pas, ça va dans tous les sens. Et le tribalisme, et le clientélisme, au point où personne n'a plus de visibilité. On a même l'impression que l'opposition camerounaise, c'est une chimère, c'est un truc qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit ici, 90% de tous ces gens qui hurlent dans l'opposition aujourd'hui, ils viennent d'où? Ils viennent du parti au pouvoir. Donc ils ont la même culture politique. Ils ont la même pratique politique. Ils ont les mêmes amitiés avec ce monde extérieur qui nous tient bien enlacés n'est-ce pas, dans ces chaînes. À partir de ce moment-là, comment pensez-vous, et je n'ai pas terminé, les médias, regardez les médias. La plupart de ces médias donnent la parole à ces gens-là qui vendent du vent aux gens. Au lieu d'aller à la base, travailler avec les masses, éduquer les masses, avoir de véritables organisations transethniques, mais qui ont un fond idéologique solide, c'est seulement là qu'on pourra voir des gens qui seront en capacité de mettre en difficulté le pouvoir. Mais sinon, nous sommes dans le bavardage. Nous sommes dans le bavardage qui nous mènera nulle part. La preuve, attention, on est, depuis là que les gens disent que bon, eux sont dans la nouvelle position, les gens de 90 sont échoués, on voit des manifestations qui n'ont pas 100 personnes. Vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan? Vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie, tout récemment? Je ne parle pas de Burkina. Quels qu'en soient les résultats, on a quand même vu le peuple en capacité de se mobiliser autour d'un idéal. Et non autour d'un messie quelconque, je ne sais pas qui c'est, ou bien autour d'une chimère qu'il y aurait enfin des gens qui sont capables de régler tout le problème. Donc, le Cameroun, actuellement, excusez-moi le terme, est sur la coupe réglée des idolatistes. Ils sont dans le pouvoir et ils sont dans l'opposition. Ils reviennent maintenant aux véritables patriotes. Tout à fait. De voir cette affaire-là, au lieu aussi de s'engluer dans des pourtant, un soi-disant, on va le dire comme ça, un de vos membres de l'UPC a osé déclarer haut et fort que le régime odulatiste, il n'existe plus. Mais c'est en ça que vous voyez le jeu de pouvoir, c'est très subtil. C'est-à-dire, on prend un bandit au marché Mokolo, on lui dit porte une échappe, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le secrétaire général de l'UPC. Vous avez déjà vu ça dans le monde. Ou un ministre, n'est-ce pas, de l'Intérieur, excusez-moi, on vient comment vous appelez le ministre? C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Décide, en piétinant les lois, en piétinant la constitution du Cameroun, à partir d'aujourd'hui, dans tel parti, c'est tel qui est président, sans passer par un congrès, en piétinant tout. Et voilà, les gens sont là, ils respectent ça. Le temps de balayer justement ce parti, l'interdisant d'aller aux élections, même si c'était un parti déjà dont on peut avoir beaucoup de choses à redire sur le comportement, sur le lien incestueux avec le pouvoir, mais qu'un ministre piétine la loi de la manière violente que le ministre Atangandi l'a fait pour imposer de nouveaux dirigeants à un parti qui a tenu régulièrement, selon même les critères de pouvoir, un congrès. C'est ce Cameroun-là que nous avons. Donc à partir de ce moment-là, je continue de dire que le pouvoir, pour l'instant, est tellement fort. Oui. Il est puissant. Le président Biya, il est fort, il est puissant, mais comme dans toutes les logiques, n'est-ce pas, quand on regarde sur le plan dialectique, la marche du monde, c'est-à-dire que la marche du monde, comment fonctionnent les institutions, les peuples et même les cultures, à un moment donné, quand on se croit le plus fort, c'est à ce moment donné que peut-être la chute commence. Mais ça, pour que cette chute soit possible, il faut que de véritables patriotes se mettent ensemble et décident d'imposer un nouveau paradigme qui n'a rien à voir avec la chasse aux sorcières, qui n'a rien à voir avec les règlements de compte XY, qui n'a rien à voir avec le fait que mon ethnie a trop souffert, il faut aussi qu'elle soit au pouvoir. Non, mais qui pense d'abord le Cameroun, qui va agir dans le sens des intérêts des Camerounais. C'est ça qui est le plus important. C'est seulement comme ça. C'est seulement avec ces discours, avec cette philosophie, que nous serons capables d'apporter quelque chose de nouveau qui va empêcher justement que ce que vous appelez bruyamment le gré à gré ne puisse être possible. Merci beaucoup, hein, patient parfait. Donc je vais me tourner vers Pépin Bikaï. Et Pépin Bikaï, ça fait des années aujourd'hui que la succession au pouvoir, hein, disons-le comme ça, fait rage. Pourtant, on se rappelle de ce que, après la réunification du Cameroun en 1961, il y a eu un tandem francophone, anglophone et certains concitoyens, certains de nos concitoyens de la zone anglophone, on parle bien sûr du sud-ouest et du nord-ouest, ont besoin justement qu'on revienne justement à ce tandem entre anglophone et francophone, c'est-à-dire un président
peut-être anglophone et un vice-président francophone, alors un président francophone et un vice-président anglophone. C'est en cela que... C'est encore un autodafina. C'est en cela que l'interrogation d'Albert ici tout à l'heure peut nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe avec les questions de Dauphinat au Cameroun, parce que voyez-vous, le Code général de la décentralisation voté et promulgué le 24 décembre 2019 était le fruit des assises du Grand Dialogue national qui sont tenues du 30 septembre au 4 octobre 2019. Et à l'issue de ces dialogues-là, il y a des questions, justement, des questions d'insécurité qui ont été mises sur la table, notamment celles ayant cours dans le nord ou au sud-ouest. Et il y avait un véritable problème par rapport au toilettage des textes qui régissent le fonctionnement de la République. Nous avions été une fédération de 1961 à 1966, en septembre 1966. Nonobstant le fait qu'on veut faire une prolongation de 5 ans, en ramenant, en fait 5 ou 6 ans si je ne me trompe pas, en ramenant cette fédération en 72. Voyez-vous, le 14 mai 1972, sanctionnait justement le référendum qui posait la question de savoir quelle est la forme d'État qu'on devait adopter. Puis on est passé de l'État réunifié à l'État unitaire. Mais déjà en septembre 1966, on avait ce qu'on appelle la création du parti unique. Donc de manière fonctionnelle, on avait handicapé la fédération. Ça, c'est également les faits historiques qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Et les questions de Dauphinat, en réalité, ont essayé d'être réglées à partir de ce moment-là, à partir je pense, de la Constitution de 1972 qui est née juste après le référendum, où il y avait un président francophone et son successeur anglophone. Comparativement à la Constitution de 61, où il y avait un président francophone et son vice-président anglophone. Oui. Mais son successeur était anglophone. Pour le cas, c'était le père Mouna, qui était président de l'Assemblée nationale et qui était notamment le successeur constitutionnel du président Biya jusqu'à l'adresse, pendant l'arrêté de 1979, qui faisait justement de M. Biya Premier ministre comme étant successeur. D'ailleurs, 3 ans plus tard, il en est devenu le président de la République. Après avoir été nommé en 1975 Premier ministre en charge des questions économiques de cette époque-là. Donc ça lui a donné une certaine maturité de pouvoir comprendre le pays, à la fois sur le plan politique, mais également sur le plan administratif. Mais au sorti de la date de ce rappel historique-là, quand on est effectivement dans le régime Biya, on revient dans le système présidentiel, autant pour moi, avec un président et un premier ministre. Jusque-là, les questions constitutionnelles, les successions n'étaient pas claires. Jusqu'au niveau de la tripartite de 91, où on revient avec une loi, une autre constitution qui est promulguée le 18 janvier 1996, qui définit clairement les règles de succession, où il y a un président et accessoirement le président de l'Assemblée nationale, à l'absence de la mise en place du Sénat. Oui. Heureusement, le Sénat a été mis en place et de manière constitutionnelle, le président du Sénat est le successeur constitutionnel du président sur 120 jours au maximum, le temps pour lui d'organiser une autre élection. Oui. Et les gens ont souvent l'habitude de parler, est-ce qu'on peut organiser l'élection en 100 jours? Non, progressivement depuis les années de Braise, 91, 92, 93, le Cameroun s'est inscrit dans une culture d'organisation des élections. C'est trop différent de la qualité des élections, mais on a quand même cette culture d'organisation régulière des élections. Ça veut dire que sur 40 jours, puisqu'il y a déjà cette culture dans notre ADN, il est possible que, en fait, sur 4 mois, en disant ça comme ça, il est possible que nous ayons une élection organisée sur le territoire. Maintenant, on peut supputer sur la qualité de cette élection et sur la qualité des textes qui organisent cette élection. Mais il serait peut-être ignorant de dire que les problèmes de Dauphinat, comme l'a dit le chef tout à l'heure dans son interview, causent véritablement problème. Ça vient de la bouche du chef, mais également ça vient de l'entourage du chef. Tout est fonction de la culture des lieutenants du président. C'est-à-dire, ils ont, dans leur construction administrative ou politique, oui, ont eu la face voilée de ne jamais en public présenter leurs ambitions, de peur de se faire guillotiner. On a vu l'exemple de Titus Odjoa, c'est un exemple qui peut faire jurisprudence dans cet environnement-là, de ceux-là qui veulent se prévaloir être des dauphins.
Mais on voit également de temps en temps, avec l'aide de la presse, lorsqu'on essaye de citer le nom d'un potentiel dauphin, lui-même il vient dire que non, moi je ne suis pas là, hein, je ne suis pas dauphin, je ne suis que lieutenant. Donc, on a cette culture et du coup, comme disait Parfait maintenant, c'est le parfait schéma qui peut être mis sur la table parce qu'il évoque la succession constitutionnelle à partir des lois constitutionnelles. Il évoque le fait qu'on peut utiliser le parti comme levier et compte tenu du fait que le parti, le RDPC qui est rarement indissociable de l'État, est fortement implanté sur le territoire, il est difficile, quelle qu'en soit l'opposition qui monte là, de pouvoir renverser la vapeur, telle que c'est structuré présentement. Ça veut dire que si, par exemple, le président utilise le parti en disant, ok, puisque dans les textes du parti, on dit le président du parti est le candidat naturel du parti. Donc il peut décider être dessus de ce poste-là et puis présenter un dauphin dans d'une organisation, dans un congrès du parti, avec les membres du bureau directeur et les membres du comité central. On dégage un candidat qui devient à la fois président du parti et potentiel candidat du parti pour les éventuelles élections. Mais également, Parfait l'a évoqué tout à l'heure, il y a un aspect très important que la plupart des nouveaux opposants qui arrivent ont tendance à élucider. C'est l'armée. C'est une armée qui a fidèle, presque la même longévité que l'existence de l'État, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est une armée qui est à mano-mano avec l'État. Donc, c'est un pouvoir réel, hyper structuré et fidèle aux institutions de l'État. Ça veut dire qu'au-delà du brouhaha, au-delà des incongruités que les uns et les autres peuvent introduire dans le débat public, il y a les responsabilités de l'armée. En d'autres termes, pour la redistribution des cadres, demain ou après-demain, l'armée aura son mot à dire par rapport au respect de l'ordre constitutionnel. Donc, voilà ça. Voilà un peu l'analyse qu'on peut faire sur cette question de dauphinat. Mais, il y a aussi lieu de dire que le dauphin, généralement, se pose dans le cadre d'un rang. On parle d'un rang qui est préétabli. Mais de l'autre côté, il y a quoi? On introduit donc les concepts de gré à gré qui sont très très souvent utilisés dans le cadre des transactions foncières, beaucoup plus qu'on ramène forcément dans... Mais je pense quand même que c'est de la paresse. C'est la paresse intellectuelle, c'est la paresse politique en termes d'idées. Il y a autre chose que les opposants. C'est dur, c'est difficile. L'environnement est carénassé. Les partis politiques existent sur le prisme de deux choses. Leur capacité à se déployer, mais à se déployer beaucoup plus sur l'espace et la qualité de leurs ressources humaines. Or, cet espace-là est confisqué par l'État, qui n'en veut pas. Mais il revient également à ces partis politiques, de travailler sur les faiblesses du pouvoir actuel, afin de se positionner et de rallier le maximum de personnes. Puisque, quel qu'en soit le cas, le jeu démocratique est dicté par l'adhésion et le jugement du peuple. Mais où est le peuple à l'intérieur de cette affaire? On a comme l'impression que le peuple, pour le moment, on l'a mis de côté. Le peuple est de côté et observe au loin tout ce qui est comme supputation par rapport à l'avenir du Cameroun. Mais encore pour chuter, il disait que dans un pays comme le nôtre quand même, ou alors dans un pays multi-ethnique ou multination comme le nôtre, il est aussi question de savoir le profil du prochain dirigeant après que le précédent dirigeant ait pris sa retraite. C'est important. C'est important. Parce que c'est l'occasion pour nous de commencer un peu à interroger son passé, ses relations, à le caillarder, à voir comment il s'adapte et à s'assurer que le jour qu'il arrivera au pouvoir, il pourra supporter la pression. Parce qu'également, on le dit passé, le Cameroun est un pays de pression. Merci beaucoup. Ah, si vous dites d'ailleurs que le Cameroun est un pays de pression, ça fait sourire d'ailleurs Albert Anatola ici. Albert Anatola ici, je vais me tourner vers vous. Dès qu'on sait qui est le dauphin d'un chef de l'État, à un moment donné, le chef de l'État est en danger. On va le savoir. Et il faut également préciser par ailleurs, pour revenir sur tout ce que les autres ont dit, que quelque part depuis 1961, date de la réunification du Cameroun, on est passé de dauphin à dauphin. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que c'est une tare qu'on ne pourra pas réellement s'en débarrasser comme ça. Disons que, en regardant l'élément que votre régie a diffusé tout à l'heure, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Oui. La première, c'est quoi? C'est que le président Biya déclare qu'il y aura le moment venu des candidats. Ce qui suppose qu'il y a une élection.
pour désigner son successeur. La seconde chose qui retire mon attention, c'est lorsqu'il déclare, et c'est fondamental, Nous avons fait nous n'avons pas fait ce chemin pour rien dans une république. Qui n'est pas Le une mot monarchie. de fin sonne mal. Le mot de fin sonne mal. Nous savons que nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes dans une oligarchie. Donc je ne veux pas revenir là-dessus. Dans une Même si république, pour certains, il y a c'est le une cas. certitude. Nous sommes dans une république. Oui. Mis à part certaines considérations d'autres politiciens, j'ai souvent observé le président Biya, il est légaliste. De ce point de vue, on ne peut pas lui contester, sauf si on est de mauvaise foi, franchement. Donc, je pense que Vous ne serez pas d'accord avec Patient Bafendom. Hein. de ce point de vue, il faudrait pas essayer de d'accord avec lui. Allez-y. Oui, pour ce point-là, non. Parce que, maintenant, pour revenir à votre question, justement, si maintenant on sort le successeur, qui n'est pas un dauphin, soit dit en passant, parce que chaque parti politique a son candidat. Si maintenant on sort le successeur dans le camp au sein du RDPC, qui est constitué d'une majorité présidentielle aussi, ça il ne faut pas l'oublier, cet élément-là, Oui. ça va poser problème. Parce que le successeur, en tout cas la majorité présidentielle, pense aussi que le successeur peut sortir de là. Pas seulement à l'intérieur Du RDPC. du RDPC. Donc si on sort maintenant ce successeur, du moins s'il est connu, Il peut sortir également du RDP. ce n'est pas le président qui est en danger, c'est plutôt le successeur qui sera en danger. Donc pour le moment, je pense que là, Pépin Beka est un peu naïf. Maintenant, pour aller un peu plus en profondeur dans mon analyse, je pense que l'histoire du gré à gré, c'est le prétexte de cette émission, je pense. Le Dauphinat. Le Dauphinat, Oui. le gré à gré. Pas le Donc, gré à je gré. pense- Je ne suis oui. pas dans le gré à gré parce que Non, plus c'est nous pas, ne sommes pas ici plus- dans plus un c'est marché. inspiré de Effectivement, ce gré à merci. gré. Nous ne sommes pas dans un C'est- marché. c'est- Ici, c'est le Dauphinat. Oui, Merci. parce que le prétexte, c'est d'abord cet effet, je veux dire, c'est l'heure qui a été jetée au sein de l'opinion publique nationale et internationale qui se préparait un gré à gré. Nous avons, la dernière fois, débattu de cette question aussi, où effectivement nous avons évoqué un certain nombre d'arguments, notamment les schémas, je veux dire, le schéma électoral qui doit conduire, non seulement en cas de vacance du pouvoir, quel est le schéma, quels sont les instruments juridiques et qui en est le successeur constitutionnel pour préparer l'élection. Vous l'avez évoqué dans votre introduction. Donc je pense que de ce point de vue, ce n'est pas une question taboue que justement d'évoquer cette problématique. Parce que le régime Biya est pratiquement au crépuscule, n'est-ce pas, de son règne. Donc il faut donc justement commencer à mettre sur la table ces débats qui ne doivent pas être tabous, je le dis. Je pense donc que ce qui est intéressant, à mon sens, je pense que c'est Tachida qui l'a évoqué tout à l'heure, c'est plutôt le contenu de celui qui va succéder Paul Biya. Voilà mon problème. Ça, c'est le aussi. problème fondamental. Est-ce qu'il aura les accointances au Julatis? Je l'ai dit, il sera un ami de la France-Afrique. Est-ce qu'il va nous ramener aux accords de coopération? Est-ce que ce sera un patriote nationaliste? Ce sont les questions qui sont, à mon sens, fondamentales. L'hypécisme existe, Tachida. Mais il y en a qui ne disent pas, il y en a qui utilisent la doctrine hypéciste sans nous dire. Si. On l'a vu en 2018 avec l'élection présidentielle. Hein. Je ne peux pas citer une formation politique. Il y en a qui l'utilisent sans payer les droits C'est vrai. à l'UPC. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Non, C'est-à-dire que. le problème, c'est qu'ils utilisent, c'est comme un pasteur qui utilise un verset biblique quand ça l'arrange. Pour justement prêcher la bonne parole à ses oreilles. C'est comme ça qu'ils utilisent, c'est comment qu'ils utilisent l'épécisme. On utilise l'épécisme, ça s'utilise. On utilise la doctrine épéciste sans toutefois payer les droits comme il est dit. Non, c'est vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le président de la République, dans l'un de ses discours, a eu à rendre hommage au père fondateur de ce pays, en parlant quelquefois des nationalistes épécistes, ça veut dire qu'il est conscient qu'il faut retourner aux fondamentaux. Donc je pense que ce qui est important, c'est que est-ce que le successeur de Paul Biya va essayer de poursuivre, continuer, parce que tu comptes faire
il serait également malhonnête de ne pas le dire. Bien, il sait qu'il marche sur les œufs. Parce que lorsqu'on est président de la République, tout à l'heure, Bika fallait la pression quand on est Camerounais, mais il y a beaucoup plus de pression quand on est justement président de la République. C'est eux qui étaient opposants hier et qui sont maintenant aux affaires pour carrément vous le dire, que c'est trop facile de parler de certaines choses quand on est de l'autre côté. Mais quand on est vraiment en situation, c'est tout le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Vous avez l'impérialisme qui est là, qui rôde, qui doit préserver ses intérêts, qui doit vous dicter les décisions à prendre pour vous gouverner. D'où la problématique de la souveraineté. J'allais même dire l'indépendance, parce que lorsque vous parlez de la souveraineté, ça pose fondamentalement la problématique de l'indépendance. Est-ce que les indépendants de 1960 sont les indépendances réelles? Actuellement, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, je pense que la personne qui doit succéder à Paul Biya doit justement régler cette question fondamentale qui est d'abord l'indépendance. Les questions de souveraineté, c'est relativement accessoire. Mais la question fondamentale, c'est l'indépendance de manière globale. Hein. Parce que... C'est la souveraineté. Maintenant, je vais questionner un peu aussi notre élite politique. Là, je vais un peu titiller mon grand frère Parfait. Parfait d'homme. Nous avons un problème avec notre élite politique. Ça, il veut le dire. C'est-à-dire que, très souvent, lorsqu'ils sont fatigués de se battre, ils s'accrochent sur la queue du serpent, comme le disait l'un de vos... Augustin Frédéric Kodok. Ne vous inquiétez pas, vous l'avez dit. Oui, ça veut dire que pour eux, il n'y a pas d'alternative. Comme tout est verrouillé, il n'y a pas d'alternative. Mais le Cameroun a l'avantage d'avoir une classe politique qui se renouvelle. Ça, c'est aussi un avantage, contrairement à certains pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de renouvellement de la classe politique. Certainement, les Ivoiriens vont encore m'insulter ce matin, mais c'est une vérité. Donc, je pense que c'est ce qui est fondamental, c'est qu'il faut que les véritables opposants camerounais proposent au peuple camerounais une véritable alternative politique. Parce que tout compte fait, vous avez constaté qu'il y a comme une sorte de désamour entre la classe politique et le peuple camerounais, en tout cas les populations. Sinon, ce n'est pas compréhensible que vous puissiez avoir 7000 inscrits sur les listes électorales et vous avez moins de 3000 qui vont voter. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut une offre politique un peu plus réaliste. Parce que c'est ça qui est la question. Bon, et puis, non seulement l'offre politique doit être réaliste et sérieuse, mais il faut surtout même former les militants, les sympathisants de vos formations politiques. Parce que tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, et très souvent, très peu ont un cas d'adhésion. Mais allez lire ce qu'ils écrivent. Allez justement savoir jusqu'où on peut aller justement dans les jours à venir. Bertrand Tatinda, jusqu'à peu de quand on parle toujours de la succession de Paul Biya. D'ailleurs, Albert Anatola ici dit que ce n'est pas une question tabou, il faut ouvrir justement le débat. Et tout le monde, à un moment donné, veut succéder à Paul Biya. Même ses plus proches collaborateurs, même ceux qui sont justement au sein des partis politiques, tout le monde a besoin de sa part de gâteau. Mais pour les populations, on a l'impression qu'on a oublié les populations qui, eux, ont d'autres besoins. Et ces besoins ne sont pas mis en avant. Parce que les gens n'ont pas de programme. Je reviens rapidement sur quelques faits rapides. Oui. La première des choses pour moi, c'est que je refuse, bon gré mal gré, de faire interférer l'armée dans les jeux politiques. Je l'ai toujours refusé. Et je crois que l'armée du Cameroun a eu plus d'une fois l'occasion de prendre le pouvoir. Plus d'une fois. Le général Semengue le dit. Même au temps d'Aïdjo, il a dit qu'on pouvait prendre le pouvoir. D'ailleurs, tout le monde sait que l'armée a gouverné 4 heures. C'est-à-dire que quand ils vont pacifier Yaoundé, après le 6 avril 84, ils vont pacifier, ils vont faire une réunion et ils iront remettre le pouvoir à qui de droit. Dans d'autres pays, on venait juste voir le chef d'état-major des armées et lui dire qu'on n'a pas nos primes. Il dit accompagnez-moi à la télévision. Et il va dire à partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef d'État. Donc l'armée du Cameroun a plus d'une fois eu les moyens de prendre le pouvoir. Je suis même convaincu que si elle se décide aujourd'hui à prendre le pouvoir, elle prendra le pouvoir. Elle prendra le pouvoir. Mais l'armée du Cameroun n'a jamais voulu prendre le pouvoir. C'est une des raisons pour lesquelles ce pays n'explose pas. Première des choses pour moi. Ça ne veut pas dire que le lobby militaire n'existe pas. Il y a une différence entre lobby militaire. Vous n'avez pas un pays fort sans armée forte. Même en Russie,
Poutine ne prend pas une décision sans tenir compte des services secrets russes et de l'armée américaine. Aux États-Unis, le président américain ne prend pas de décision sans tenir compte de l'avis des militaires et des services secrets américains. En France, pareil. D'ailleurs, De Gaulle était militaire, c'est-à-dire celui, le père, ce qu'on appelle la France moderne. C'était De Gaulle, c'était un général. Il va s'auto-proclamer chef d'État, De Gaulle. Il va s'auto-proclamer chef d'État. Donc, l'armée, je ne parle même pas dans certains pays, c'est-à-dire que qui vont arriver au pouvoir après des luttes dans ce qu'on appelle les fronts de libération. Algérie, Angola, l'armée. Donc, au Cameroun, je refuse ce débat. C'est mon avis. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. C'est mon simple avis. Deuxième des choses, c'est le nationalisme qui va faire que véritablement dans une situation de changement de pouvoir, il n'y ait pas de guerre au Cameroun. C'est le nationalisme camerounais qui va sécuriser Paul Biya. C'est-à-dire que si le président de la République décide aujourd'hui de partir du pouvoir, il a intérêt à ce que ce soit un nationaliste qui arrive au pouvoir. Parce que pour les nationalistes, il sera hors de question de vendre ce pays à qui que ce soit. Pour les nationalistes, Cameroun d'abord. Vous pouvez, vous, arriver au pouvoir et dire que vous allez commencer à aller faire le règlement de compte de 1960 où, quand le maquisard de l'Ouest est arrivé dans le Mongo, il a giflé ma grand-mère et puis voilà, il serait responsable des tueries de mon grand-père, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Donc la sécurité de ce pays, la sécurité du président Biya, lui, sa famille, la sécurité même de ceux qui gèrent ce pays passe par le fait qu'un nationaliste arrive au pouvoir. Troisième des choses qu'il faut dire rapidement, dans cette interview-là, il y a des questions plus importantes que la question du Dauphinat. Nous sommes en 2008 et en 2009. Il y a beaucoup de corruption au pays. Il y a déjà, comment je vais dire, que nous sommes encore dans une constitution qui fait partie du président Biya en 2011. Il n'y a pas encore une modification de constitution. Et il y a cette histoire du G11. Dans l'interview, donc, à qui s'adresse le président quand il le dit? Ah, c'est important. C'est-à-dire, dans cette interview, il s'adressait certainement. C'est un homme politique, je le sais. C'est le meilleur pour moi. À l'heure actuelle au Cameroun, quand on regarde ce qui est en face, il a quand même, comment je vais dire, que 65 ans de vie politique. Reconnaissons lui qui peut avoir un peu d'expérience. Et pas 65 ans de vie politique dans la rue. 65 ans de vie politique où il aura le meilleur CV. J'ai souvent l'habitude de dire que plus aucun Camerounais aura le CV de Paul Biya sur le plan politique. Plus aucun. C'est-à-dire quand le président Biya va partir, il rentrera dans le livre Guinness du Cameroun, avoir le meilleur CV, partir de chargé de mission, occuper les fonctions et les hautes fonctions régaliennes et arriver de façon constitutionnelle à la tête de l'État. Ça sera très difficile pour un autre Camerounais. Donc reconnaissons-lui un peu, c'est-à-dire de connaître le jeu politique camerounais, de connaître un peu les hommes politiques. Pourquoi? Parce que dans cette même interview, on lui parle de corruption. Il dit, bientôt on verra les résultats de la lutte contre la corruption. Il va y avoir énormément d'arrestations d'un certain nombre de personnes. Donc là, déjà, il s'adresse à des gens qui semblent être très ambitieux. On ne verra pas l'argent justement dans les caisses. Hein. Ah, là, la CONAC fait un autre rapport. La CONAC et le TCS font d'autres rapports. Qu'effectivement, il y a beaucoup de milliards qui sont rentrés. Les Camerounais, d'ailleurs, il faudrait faire véritablement cette émission en allant auprès des responsables du TCS de la CONAC et voir au quotidien. Les résultats sont 2 milliards, 2 milliards peut-être la troisième des choses que je peux dire, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec le grand frère Parfaitement. Parfaitement. Sauf que le jeu politique au Cameroun ne peut plus être regardé comme en 1960. Même au sein de la famille ojulatiste, il y a des gens qui, effectivement, aujourd'hui n'ont pas le pouvoir, mais qui ont décidé de s'habiller de la tenue de l'UPC. Au sein du RDPC, vous avez des archi-nationalistes. Moi, je discute avec certains membres du RDPC. Ben, j'ai l'impression, d'ailleurs, je leur dis que monsieur de l'UPC me dit, mais monsieur Tatinda, qui n'est pas de l'UPC? Qui n'est pas de l'UPC? Ben, pour des raisons X ou Y, des gens ont certainement migré. Donc, le fort besoin des Camerounais, en quelque sorte, de plus gérer, c'est-à-dire que voir leur pays être géré de cette façon, de plus être une forme d'allégeance à la France, fait que même au sein de la famille ojulatiste, vous avez des gens qui ont véritablement muté et qui sont aujourd'hui des nationalistes et qui aujourd'hui estiment que les intérêts camerounais doivent passer d'abord. Voilà là où aussi le jeu se complexe. Et au sein de la famille UPCiste, excusez-moi, il y a quand même eu des enfants qui ont mal géré l'héritage. On peut aussi le dire. Donc, la famille UPCiste ne sont pas que les gens à qui on donne un blanc-seing. Certains vont prendre une partie de, comment je vais dire, de l'héritage, ils vont le marchander pour être riches. D'autres vont le tribaliser.
d'autres veulent... Donc, même au sein, c'est-à-dire nous, on se connaît. C'est-à-dire dans cette famille-là, nous qui sommes les petits-fils, les héritiers, on sait que tel tonton, quand même, a mal géré l'héritage. C'est pas bien. C'est pas bien. Il a prononcé un nom, je refuse de prononcer ce nom. C'est-à-dire que, vous savez, ma belle famille est Bassa, ça va créer des polémiques. Donc, je refuse de prononcer le nom. Non, il y a le rapport, il y a le rapport, il y a le rapport. Le nom qu'il a prononcé là est important. Il y a le rapport, il comprend le rapport. Il comprend le rapport. Donc, pour dire effectivement que c'est... Voilà la complexité, en quelque sorte, du jeu politique du Cameroun aujourd'hui. Donc, autre chose, quand le président Biya aussi explique que ça relève de la monarchie de préparer un dauphin. Vous savez pourquoi moi je le crois? Parce que c'est l'un des seuls, peut-être, présidents en Afrique qui n'a pas intégré ses affaires dans la vie politique, sa famille et ses enfants dans la vie politique du Cameroun. Pas parce qu'ils sont des idiots, il y en a de archi brillants. Je connais un de ses petits cousins qui est l'un des plus grands spécialistes sur le plan économique du pays. Il va gérer une entreprise, publique et aujourd'hui il est dans les instants, de la BIA. Extrêmement brillant. Il faut en faire un ministre des Finances, un super grand ministre, un premier ministre même. Donc quand vous regardez la gestion qu'il a faite de sa famille, effectivement à lui. Oui. Moi je connais certains qui ne sont même pas encore au pouvoir. Ils sont encore dans la rue, ils braillent. Et les épouses, les femmes, les enfants, les cousins, les amis du quartier sont déjà très forts dans le petit parti politique qui gère. C'est-à-dire qu'on ne leur reconnaît pas un militantisme terrible. Ils ne sont pas les plus pertinents et ça commence même déjà à parler dans le parti. Vous savez qu'on est Camerounais, au-delà de ce qu'on peut se dire, on discute quand même aussi beaucoup en Nord. Certains commencent à dire que moi, celui-là, c'est uniquement sur la base de son amitié. Vaut rien. C'est-à-dire que quand on met cette histoire en place, quand on se bat pendant la campagne électorale, il n'engage pas ses 5 francs. Qu'est-ce qu'il fait là? Et on se rend compte que effectivement, il y a des relations consanguines. Donc le président Biya, non. On peut lui reprocher aussi de tout, comme l'autre, comme le président, il n'y a pas que des idiots dans sa famille. Non. Même son fils, il expliquera à son fils que moi, chef d'État, toi, homme d'affaires, il y a conflit d'intérêts, liquide tes affaires. Il a liquidé ses affaires. Il a liquidé ses affaires. Je n'entre pas plus loin parce que je ne suis pas venu ici parler de la famille présidentielle. Il a liquidé ses affaires. Au-delà de ce qu'on appelle les fortunes personnelles. Il y a Bachar Bafoué qui va exploser. Hein. Oui, on va aller très rapidement pour lui donner la parole. Je défie aussi des gens, véritablement, de nous faire une démonstration et de nous apporter la fortune personnelle du président de la République. Rien ne se cache plus dans le monde aujourd'hui. Vous avez une maison aujourd'hui en France, vous payez ce qu'on appelle la taxe d'habitation. C'est public, c'est-à-dire on va à la mairie, c'est-à-dire qu'à partir du fichier des propriétaires, comment je vais dire, immobilier dans une maison, qui que vous soyez, même si vous êtes une SCI, c'est une SCI, où les gens se cachent derrière pour gérer en fait des fortunes porte-main. On sait qui sont les actionnaires des SCI. Lui aussi, dans le cadre d'une gestion, comment je vais dire que, entre pouvoir et argent public, il a quand même un peu. Donc, il a aussi, comment je vais dire, ces qualités-là qu'il faut relever. Enfin, l'opposition qui braille aujourd'hui gré à gré a eu une majorité au Cameroun. Il faut le dire à la terre entière. Et cette opposition-là va faire campagne sur, comment je vais dire, l'idéologie de l'UPCiste. En 92, d'ailleurs, ils ont joué un rôle fondamental dans ce qu'on appelle l'Union pour le changement. Les UPCistes. Et c'est sur les thèses de l'UPCiste qu'on va convaincre les Camerounais. Pour vous dire que la majorité des Camerounais adhèrent à cette thèse. Ils vont gagner l'élection législative. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront fait allégeance au président Biya. Donc aujourd'hui qui crie Dauphinat, c'est celui-là toujours le Dauphinat. Ça a commencé en 92. Le Dauphinat a commencé en 92. Ah non, mais j'explique que cette opposition-là en 92, les Camerounais vont donner à cette opposition-là la majorité, la possibilité, comme l'a dit monsieur Parfendom, de refaire l'architecture juridique du Cameroun, de réécrire la Constitution. Qu'est-ce qui empêchait l'opposition du Cameroun d'expliquer que la Constitution, si l'article 6.2 qui limite l'alimentation, le mandat ne peut être modifié que par référendum. Ben, ils tenaient la rue, ils vont imposer au président Biya, en dépit de l'armée, de tout, 1 an de ville morte. Pas ville morte dans une ville morte pratiquement dans tout le Cameroun. J'étais étudiant en France, je respectais les mots d'ordre de ville morte. Et on était nombreux à le faire. Donc, ils pouvaient imposer et dire que cet article-ci,
Pour le changer, il faudra obligatoirement passer par le référendum. Mais Ils l'ont pas fait. on l'a pas fait. Nous explique que beaucoup d'enveloppes ont circulé. D'ailleurs, l'histoire de l'opposition, les langues commencent à se délier. Certains sont décédés sans dire, mais les rares rescapés commencent à raconter l'histoire. Donc, venir nous parler d'un gré à gré aujourd'hui, heureusement que tu expliques que ce n'est pas... Je ne le fais pas comme débat. Ici, c'est le Dauphinat. C'est le Dauphinat. Merci. Donc, nous n'y croyons pas. Ceux, véritablement, qui voudront arriver à la fonction du président Biya, eh bien, il faudra qu'ils nous démontrent qu'ils en ont les capacités et surtout qu'ils ne sont pas paillassons de la France. Je prononce bien un pays, pas la communauté d'État, paillassons de la France. Patient Parfum, donc, il y a Bertrand Dadna qui nous a parlé de nationalisme, de l'upécisme. Pour les Camerounais, on ne voit pas encore de nationalistes. Tous les nationalistes sont morts. Non, mais Bertrand, ça dit c'est incroyable. Cette capacité de faire ce grand écart, de mélanger vraiment, c'est incroyable. Là, vraiment, bravo, tu es un véritable artiste. Dire des choses, défendre, faire l'avocat du diable sur des questions que toi-même tu dis que tu ne maîtrises pas, mais tu les défends quand même. Bon, premièrement. Ce n'est pas lié. Non, pas bien lié. Premièrement, Bertrand. Messieurs, allons-y. Tu viens de chuter là par l'histoire de l'opposition qui avait la rue et qui était majoritaire à l'Assemblée. N'est-ce pas? Et qui a été incapable d'imposer sur le plan des lois, de la notre des lois, des garde-fous et des conditions drastiques pour qu'elle ne soit pas manipulée. Alors je vais te donner à peu près les ténors de cette opposition. Pour que tu comprennes ce que je te dis ici. L'affaire de la culture politique, les gens qui sont sortis du ventre du pouvoir, à qui on donne des échappes XY pour faire pour créer de toute, comment dire ça, une opposition. Tu avais M. Augustin Frédéric Kodok. Tu sais quel Kodok, tu connais son passé? Dit-on UP6. Ah, attends. Le congrès fondateur de RDPC. Kodok est là-bas, hein? Le célèbre congrès de l'UNC de 66, Kodok est là, hein? Il va même... les documents existent. Vous avez M. Belébouba Magari, ancien collègue de Biya dans le gouvernement d'Aïdjo. Premier ministre. Après. Donc, la même culture politique. Vous avez M. Daïkolo Daïstala, dont personne ne connaît avant, une quelconque acquaintance avec l'opposition contre la France. Tu comprends? Donc, en réalité, ce sont les enfants de Djoula qui se sont retrouvés. Donc, il peut être facilement corruptible. L'histoire de Kodok dit que quand on se noie, on s'accroche à tout, même à un serpent. C'est un très bon proverbe. Hein? Mais tu sais, dans ce cadre-là, c'était vraiment de... Je sais pas. À la fin, Madame arrête de quoi était sur ce plateau. Il a dit le jour où M. Kodok a voulu prendre quelques libertés vis-à-vis du pouvoir, on a dit attention monsieur, vous avez été à la Camer. Le conseil machin de l'État là, que présidait le professeur Joseph Ouna. Voilà. Il y a 2 milliards là qui manquent. Tu veux qu'on sorte le truc? Il a dit papa, l'épée de Damoclès flottait sur ma tête. Tous les gens qui ont été là sont les gens qui étaient triés sur le volet. Je vous ai parlé des familles politiques. Rien ne se fait au hasard. Rien. Ceux qui lèchent les bottes là, qui s'enroulent au sol de temps en temps, on prend un petit truc, on leur donne. Oui, vous avez fait allégeance, ça va. Mais vous êtes tenus par le pouvoir. Donc ils ne sont pas nationalistes, il n'y aura pas, il n'y en a pas. Non, ceux qui sont là, je reprends les phrases de professeur Bahébek. Non, ils sont avec les autres. C'est le clan ojulatiste. Ils peuvent jouer, et c'est pour ça que le président Biya fait semblant de tenir, et là il vous trompe. Ils peuvent jouer avec des phrases de l'opposition, ils peuvent tenir un faux discours d'opposition, mais dans leur pratique, c'est la pratique qui doit vous intéresser. Dans la vie en général, et en politique en particulier, ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, Bertrand. Quand ce que tu dis est en contradiction avec ce que tu fais, tu es un escroc. C'est de la fiduciaire politique. Donc tous ces gens-là que tu vois là, hein, cette forme bigarrée là, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont dans le clan Ojoula. Donc pour toi, tous ceux qui se réclament de la majorité présidentielle sont des vendus. Pardon? C'est-à-dire tous sont des vendus. Non, c'est une idéologie politique. Je te dis que le clan Ojoula est majoritaire dans ce camp-là. Si tu veux, je vais te faire une fleur. Toi, tu n'es pas un bandit. Dans ta majorité présidentielle, dis-moi qui d'autre n'est pas un bandit. Mais c'est pas possible. Comment vous voyez la réalité? Allons-y, messieurs, hein, c'est pas entre vous deux. Hein. Oui, non, c'est important. Il faut que les Camerounais soient justement. Ce n'est pas du ping-pong entre vous deux. Non, c'est intéressant. Parce qu'il est dans un. Il crée un flou artistique au point où quelqu'un qui nous écoute, il ne comprend pas dire au Cameroun, vraiment, il faut le dire. Non, l'opposition existe au Cameroun, Bertrand. Mais le problème, c'est que
c'est Pépin qui l'a dit tout à l'heure, elle est tenue à l'écart par la force. Tu parles de l'armée. Attention, Bertrand. Attention. Notre armée que tu veux homogène, qui respecte, non, c'est faux. Quand on crée des billes, on n'a pas une armée officielle. Avant la création de billes, on avait l'armée de l'air, on avait la marine, on avait l'armée de terre, on avait... les forces spéciales, toutes les forces spéciales presque. Mais, quand Biassan, qui a un truc qui ne va pas, il crée le billet. Il prend son ami, l'Israélien qu'on connaît, et donc certains pensent même qu'il avait fait des études avec le président avant en France. Attention, c'est pas, là aussi, vous voyez que rien ne se fait au hasard. On prend des amis, on dit crée-moi quelque chose de spécial. C'est vrai, le BIR fait un travail formidable aujourd'hui. Moi, j'ai des démonstrations que le BIR était une façon de contourner les accords de défense. On va sortir de là, hein. On n'a plus que 12 minutes pour sortir cette édition. Oui. Mais ils se font comme allégeance au chef qui leur a permis d'exister. Mais c'est normal. Vous avez déjà vu les salaires des militaires? L'armée américaine fait allégeance Vous connaissez les salaires des militaires? Messieurs, nous ne sommes pas là pour parler de l'armée. Hein. À l'armée, d'ailleurs, nous faisons une révérence qui fait d'ailleurs un très bon travail. C'est très important, non. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais cette armée-là, contrairement à ce que pense Bertrand, elle est tenue par le pouvoir. L'armée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne peut pas faire un coup d'État contre Paul Biya. Impossible. C'est normal. C'est impossible. Ce n'est pas parce que... comment dire ça? Il n'y a pas la possibilité, mais c'est parce qu'elle est tellement bien infiltrée, elle est bien tenue par le pouvoir, que ça va être très compliqué. Premièrement. Deuxièmement, ce que je tenais à dire à Bertrand, quand il parle des conférences nationales, il prend des exemples, j'allais oublier, il dit Bertrand, oui. Mais sauf que nous, qui étions dans l'opposition, quand tu n'étais pas là, moi j'étais au sommet. Notre conférence nationale, ce n'était pas d'insulter bien. C'était pour régler le problème que tu poses là. Le problème de la souveraineté qu'on n'a pas vis-à-vis de la France. Mais que bien, avec l'aide de la France, a tout fait pour casser, pour qu'il y ait ce statu quo. Et nous sommes dans ce statu quo là depuis. Tu te bats contre quelque chose, mais en même temps, tu soutiens ceux qui donnent la possibilité à ce quelque chose de demeurer éternellement. C'est ça votre... C'est là où je ne comprends pas vraiment comment vous êtes à la fois une chose et son contraire, une chose et son contraire. Messieurs... Donc, le problème du dauphinage, je l'ai dit. Oui. Le dauphinage, tant que nous ne changeons pas l'architecture, j'allais dire, à la fois constitutionnelle, juridique, mais surtout politique du pays, par un nouveau rapport de force, c'est un faux débat. À tout moment, le président peut décider. Le président peut donc décider d'ici quelques temps de faire appel à l'Assemblée nationale pour créer un poste de vice-président à n'importe quel moment. Il tient tout. J'écoute des gens qui disent oh, depuis qu'un parti politique a lancé la campagne pour les inscriptions sur les listes électorales, vraiment c'était un engouement sans précédent. Allez dire les chiffres de l'ECAM, moi je les ai. C'est faux. Je les ai les chiffres de l'ECAM. La moyenne d'inscription dans tout le pays, c'est de 400. Depuis qu'on a lancé tout là. 400 nouveaux inscrits. Ça me dit que quoi? 400 000 ou 400? J'ai dit 400 000. Les gens se reposent, sont fatigués. Et l'ECAM, je vous ai dit ça ici, comme introduit un algorithme dans sa base de données qui fait qu'on maîtrise très bien et le taux d'inscrits et le taux de ceux qui vont participer aux élections et à ceux à qui on va remettre des cartes d'électeurs. Donc pour vous, il n'y a pas de nationalistes. Terminons par là. Il n'y a pas. Les nationalistes. Le nationalisme même au sein de votre parti politique. Non, tu parles de quoi? Qu'est-ce que je fais là depuis? Je n'ai plus les élections depuis, mon cher ami. J'ai eu toutes les propositions pour être corrompu, j'ai refusé. Nous existons. Le problème, c'est qu'ils ont très bien joué le pouvoir. C'est la question de... Et Ojala l'avait d'ailleurs dit, la question de nos sigles. Parce que quand vous bavardez comme on a bavardé là, je me souviens des élections... Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas... Non, pas l'argent législatif. On a convaincu les gens, les dire, attention, n'allez passer l'élection, parce qu'on devrait vendre vos voix avant les élections. Mais quelqu'un me disait, papa, je suis entré dans le bureau de vote, j'ai eu le crabe, j'ai dit que je jette le crabe. L'utilisation de crabe, après, il ne peut pas. C'est pas son problème. D'où la question de la formation politique et idéologique de la large frange des Camerounais. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. C'est un travail ingrat, hein? Un travail très ingrat, qui est souvent mal payé. On a vu des véritables... Quand vous regardez ceux qui sont battus réellement pour ce pays, ils sont morts pauvres. C'est des gens qui ont fait allégeance qui sont riches. Et ça se voit. Merci beaucoup, hein, Patient Parfum d'Homme. On ne va pas également oublier que ceux qui se sont battus, en tout cas pour cette nation, vous l'avez bien dit, ils sont morts pauvres, mais ils sont morts pour un idéal. L'idéal commun, c'est la libération de ce pays, l'indépendance de ce pays, de notre souveraineté et surtout de notre continent historique. Justement, Eric Pépin, nous sortons de cette édition, hein, plus que 7 minutes justement pour sortir de cette édition de DBS Matin. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire du Dauphinat? Cela veut dire que le chef de l'État a le pouvoir de le faire n'importe où, n'importe quand, et justement de créer un poste de vice-président, même demain matin. Non, je suis loin d'être naïf parce qu'aujourd'hui, j'essaie... Bon, non, vous n'avez pas également fait le ping-pong entre vous et Albert Antonaïs. J'essaie un peu d'observer la scène, j'essaie un peu de me projeter dans le passé.
Et nous sommes tous Camerounais. Ça veut dire qu'au-delà des stéréotypes, on connaît comment on peut manier un certain nombre de choses. Pour le moment, comme l'a dit, voilà, tel que la Constitution se présente, le RDPC, voilà, le Car la majorité obèse à l'Assemblée nationale. Le président tient les rênes. Et au-delà d'être encore naïf, parce que tout à l'heure, Albert a dit que... Vous insistez avec ce mot, hein? Non, oui, en fait, le président est légaliste. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur les textes qui régissent le fonctionnement des institutions de la République pour pouvoir tirer les marrons du feu. Ça, c'est une évidence et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire il va rarement à l'encontre de ce qui est prévu par les textes. Et ça, c'est son grand magistrat que les autres n'ont pas été capables d'apporter une certaine opposition à cette façon de fonctionner. D'un autre côté, pour revenir à la question, je voulais dire à Bertrand, parce que Bertrand n'a pas été qu'artiste, parce que tout à l'heure, il a évoqué le fait que le président a exclu sa famille des affaires politiques. Des affaires politiques. Des affaires politiques. Non, voilà. Non, en fait, au-delà des noms, parce qu'on va voir cousin, cousine et autres, ça c'est autre chose. Mais quand vous regardez sa famille biologique, son fils par exemple, moi, ce garçon a un comportement exemplaire. Je ne sais pas quand il a passé sa dernière interview. Il est rarement présent sur la scène publique. Ce n'est pas le cas, comparaison étant raison, avec les petits autres pays, en fait, avec les pays voisins. On connaît les enfants de Bianguema. On a du Cameroun. Non, on peut faire des comparaisons. On connaît les enfants Bongo, on connaît les enfants Sassou, on connaît les enfants Yadema. Ce sont des enfants, avant qu'ils n'arrivent aux affaires, étaient nuisibles sur le plan de l'image. Je ne parle pas sur le plan... C'est-à-dire qu'ils étaient tellement présents, on sentait que peut-être le papa était, non pas président d'une république, mais peut-être monarque d'un royaume. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, de femmes. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'establishment, je ne côtoie pas la haute classe, mais j'observe, je dis ce que je peux observer. C'est vrai. C'est-à-dire que je vois ce garçon rarement, je ne l'ai même presque jamais vu, à part quelques séquences à la télévision nationale, pour ne pas citer le nom, et peut-être son dernière apparition pour moi, c'était lors de l'investiture de son papa, le 6 novembre 2018. Je pense que c'était au palais, à l'Assemblée nationale. On n'est même pas sûr qu'il soit militant du RDPC. Voilà, ça c'est ce qui est. Ça c'est ce qui est. Bon, maintenant, ça peut ne pas cadrer avec ce que les autres pensent. Mais concernant maintenant le Dauphinat, je dis et je répète. Alors que beaucoup pensent qu'il pourrait l'être justement. Oui, c'est possible, c'est un Camerounais. Si on met les jeux sur la table et qu'on pense qu'il peut être un acteur, c'est un Camerounais. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il peut me convaincre à ce qu'il soit son lieutenant, c'est pas exclu. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens peuvent penser. Parce que pas fait de ne s'inquiétez pas. Hein? Non. Je fais l'analyse. C'est un Camerounais. Non, moi, je suis pas né de la période de Djoula. Je suis pas né de la période des luttes indépendantistes. Je regarde le monde avec les lunettes. L'intérêt et l'amélioration des conditions de vie des populations doivent répondre par rapport à la compétence. On en parle depuis le lancement de cette émission. On a besoin de gens compétents pour relever le niveau de vie des Camerounais. Maintenant, j'ai besoin de... Rapidement pour sortir, parce que plus que 4 minutes. Un exemple de sa compétence. Non, je ne parle pas de lui personnellement, mais je parle qu'il ne faudrait pas qu'on pourrisse les relations avec les autres, parce qu'ils auraient... Éric Babikaï, votre temps de parole. Oui, donc je peux dire que le problème du Dauphinat au Cameroun réside sur une peur bleue de la plupart des lieutenants du président Biya à s'auto-affirmer. Et là, ça complique encore les mécanismes de succession. Parce que si au moins, dans leur posture, dans leur façon de faire, ils avaient voulu demander le suffrage au peuple au moment venu, on saurait qui peut être sur la shortlist. Mais actuellement, parmi les collaborateurs du président Biya, il est très difficile d'évoquer un nom. Ou alors, si on évoque ce nom, on va évoquer ce nom par rapport au petit courage que ce lieutenant aurait posé comme acte. Mais ça reste toujours dans le cadre de la famille des Casses. Jamais pour servir le peuple camerounais. Donc, pour dire que si les gens veulent vraiment que ce débat, et moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on mette ce débat sur la table. Parce que celui qui va diriger le Cameroun demain ne viendra pas de la planète Mars, qui n'est pas encore habitée, qui n'est pas encore totalement explorée. Il faudrait bien que... Il y a quelqu'un qui se déclare déjà troisième chef de l'État. Voilà, il faudrait bien... Il est toujours il faut laisser la non, rapidement, vous cessez terminer avec vous, hein, votre temps de parole est terminé. Il faut donner la possibilité à ce que ce débat soit mis sur la place publique. Non pas sur le prisme du gré à gré. Le gré à gré a tendance à refléter le marché où... Vous n'avez pas dit de Dauphinat, pas du gré à gré. Il s'agit de la succession du président de la République et il faudrait que celui qui veut aspirer à ce poste-là soit connu et que les Camerounais commencent déjà à s'habituer avec sa méthode. Parce qu'en réalité, un système un pouvoir également réside sur
l'approche de celui qui les aide, certainement avec la complicité. Je comprends que vous voulez vous venger d'Albert Natola ici pendant tout le temps pour qu'il ne dise rien. Non, il aura le parti. Albert Natola ici, vous avez le mot de fin, rapidement. Mais écoutez, la première chose avant d'aller dans le Dauphinat, la thématique du jour, il faut d'abord extirper du vocabulaire de la scène politique camerounaise le fanatisme idéologique. Ça, il faut former politiquement les Camerounais. Parce que ce soit dans le parti au pouvoir, le RDPC ou ailleurs, nous n'avons pas véritablement des hommes formés, des hommes et des femmes formés. Ça, c'est important de le dire. La seconde chose que je voudrais, et je chute par là, je crois que dans l'interview, l'élément qui nous a été présenté par vos soins, par les soins de la régie de DBS Télévision, évacue le débat. Mais c'est un débat qui mérite d'être justement posé. C'est un point qui mérite d'être posé. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on commence à réfléchir sur l'avenir, sur la pré-BIA. Ça, c'est important que les Camerounais puissent commencer évidemment à y réfléchir. Moi, je pense que il est fondamental, comme je l'ai indiqué tantôt, que l'armée qui est là, qui est le garant de la protection des institutions de la République, doit rester à sa place. Tout à fait. C'est important. Tout à fait. Maintenant, qu'on laisse les acteurs politiques régler les problèmes de la société. Et je pense que les problèmes de la société, pour les régler, il faut avoir des compétences, des aptitudes et surtout être habité par une sorte de patriotisme nationaliste. Merci beaucoup Albert Natola ici d'avoir été là ce matin. Eric Pepepika, je vous dis également merci d'avoir été là. Tout le plaisir était le mien. Bertrand Tachida, merci également d'avoir été là. J'étais très content d'être Malgré un ping-pong entre vous et Patient Pafendom. Non, Patient Pafendom, merci également. Ping-pong également avec... C'est mon beau, tu vois. Patient Pafendom. Bon, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas soulever le détail. Hein. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la deuxième du genre de cette semaine, la deuxième également du genre de ce mois d'août qui démarre en trombe. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, comme le disait quelqu'un, eh bien, l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Et l'échec est une crise de conscience qui entraîne une prise de conscience. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.